Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'une heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring le podcast Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec l'homme que l'on nomme Roca. Roca, comment vas-tu? Ça va bien, Driver, de la balle. Merci, Voilà. merci pour l'invitation. Bon, il fallait qu'à un moment que ton tour arrive. Yes. Tu vas nous raconter ton histoire, tu vas nous raconter ton parcours et ici on commence par le commencement et le commencement ici c'est le moment où Roca rencontre le hip-hop. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu te rappelles? Oui, bien sûr. Mhm. Et, j'écoutais beaucoup de sortes de musiques différentes. Mhm. Aussi bien, d'abord, moi, avec la musique folklorique, tout ça. Mhm. La salsa, toute Voilà. la Si on musique qu'on peut écoute dire à la maison. tes origines, si tu peux Voilà, parler de tes colombien. origines. Je suis Voilà. d'origine colombienne. Mhm. Donc, on écoutait, à la maison, on écoutait tout ce qui avait à voir avec ça. Dans les années, moi, je suis des années 75. Mhm. Donc, je suis vraiment né dans le boom de la salsa. Ok. Quand c'est arrivé dans la Fania, tout ça. Mhm. Donc, mes parents écoutaient beaucoup ça et tout mon entourage, Mhm. plus tout le folklore qu'on écoute dans la famille. Mais moi, j'aimais le reggae, j'aimais le rock, j'aimais le blues, j'aimais plein de styles de genres musicaux, tu vois. Mhm. Le funk. Et dans les années 80, on peut dire que la grande influence a été un peu Michael Jackson. Ouais, Pour nous, les enfants, en tout cas, des années 80, tu bien vois. sûr. Et donc, Michael Jackson était très imprégné du hip-hop. Et à partir de là, il y a commencé à voir les films qui sont sortis. Mhm. Les fameux Flashdance et tout ça, les Ouais, films ouais, qui sont ouais. sortis. Et à partir de là, j'ai commencé à rentrer dans le hip-hop par rapport à la danse. Ok. Et très jeune, tu vois, quand je te dis ça, c'est comme quand t'es à la maison et tu danses avec ton petit frère Ouais. et avec les copains dans le salon ou en bas du quartier. T'as connu l'époque HIP, HOP, donc Bien sûr, l'émission de Sydney. exact, j'ai connu Ok. les Sydney, donc on rentre dans le hip-hop par le graffiti ou par La danse. la danse. Moi, ça a été par la danse. Mhm. Par rapport à que j'avais des bons skills en truc, je me suis intéressé au graffiti, mais j'étais pas trop dedans. Ok. À l'époque, le graffiti, tu te rappelles, toi, fallait voler les sprays, fallait Ouais. faire plein de trucs. Et j'avais déjà assez de problèmes avec Pour tout, en rajouter. pour en rajouter plus. Alors, mais bon, j'ai connu aussi cette époque. T'as tagué un peu? Ouais, j'ai tagué un peu. C'était quoi ton tag? Où j'en ai eu plusieurs. J'ai Ok. eu Nao, REOC, Mhm. j'ai eu NAB, Ok. toutes les lettres qu'en vérité qui Tu les trouvais bien? je les trouvais bien, mais ça durait une semaine, 2 semaines, après tu j'en ai changé. Ok. Il n'y avait pas un vrai truc comme ça. J'étais pas un cartonneur comme Ok. les mecs après que j'ai rencontrés dans la clica, tout Mhm. ça, pas du tout. Ok. Et à partir de là, les cassettes de Radio Nova. Mhm. Mais moi, j'avais déjà écouté du hip-hop parce que quand j'arrivais en Colombie, Mhm. pareil, le hip-hop était en train d'arriver aussi. Et donc, il y avait tous les Fat Boys, les Public Enemy, Ok, toi, tu les Run découvres DMC. ces groupes-là en Colombie, toi. Ouais, enfin, les long play, les vinyles, Ouais, parce ouais. qu'ici, c'était très difficile de trouver ces vinyles-là. C'est fou, ça. Et les vinyles, on les retrouve plus facilement en Colombie, Ok. vu que c'est l'Amérique. Bien sûr. Et donc, il y avait les vinyles, et puis j'achète quelques vinyles comme ça, mais sans plus. Tu vois, Ouais. j'écoutais d'autres styles de musique. Mais c'est vraiment, je dirais, dans les années... avant la sortie de l'album de Take a Nation, là, de Public Enemy. Public Enemy, le deuxième album, ouais. À partir de là, à partir du deuxième album, ça y est, je suis vraiment en train de consommer le hip-hop. Ok. Vraiment. Me mettre dedans, c'est-à-dire j'étais vraiment habillé Ok. avec la philosophie. Ok. J'allais dans les MJC. Mhm. Mon petit frère avait des groupes de danse avec ses copains dans l'école. Ok. Moi, j'avais mes groupes de rap. Mhm. Je faisais mes trucs, mes freestyles. On allait, Radio Nova, c'était en train de se terminer. Ouais. Et on avait Radio Aligre. Ouais. Et Bully Bison System, où j'avais ma sister Nina Karine qui animait une émission avec Ali, ou je sais plus comment il s'appelait, Malik. Et Bully Bison System, j'allais là-bas faire des freestyles. Je crois que je t'ai déjà entendu là-bas. Ouais, Je ratais jamais cette émission. Ouais, à l'époque, je m'appelais Majestad. Je me rappelle très bien. Et je faisais plein
C'était Jazz Connect. Ouais, Jazz Connection. Ouais. J'avais un autre groupe avant qui s'appelait Urban Concept. Ok. Et après Jazzco, et après c'est ouf. Et ça... Mais je faisais mes trucs, tu vois, et on se retrouvait avec d'autres MC dans les MJC. Ok. Et les battles, tu vois, dans le quartier, dans le Zeutré, ou qui est à côté de mon quartier, Port-de-Vent, c'était à côté. Dans le Zeutré, on allait là-bas, il y avait la péniche. Ouais. Et la péniche Ruby, je sais plus comment ça s'appelait. Et dans le 13e, il y avait l'Épitalo éphémère dans le 13e. Ouais. Il y avait un groupe qui s'appelait Département qui faisait des battles de freestyle dans une péniche. Donc j'ai commencé à assister à ces trucs-là, tu vois, très jeune. Très jeune. Mais toi, tu te rappelles du moment, le déclic où tu deviens rappeur? Ouais, le concert de Gangstar. Et où ils présentent leur album Step in the Arena à l'espace Ornano. Et en 1990, un été de 1990. J'arrive là-bas avec Farid, avec Djelaï de la Clica. Et on arrive là-bas, je sais pas, je devais avoir 14, 15 ans. Et on rentre dans le concert et je vois le concert de Gourou avec Gangstar, avec DJ Premier. Ouais. Et moi, je vois Gourou et je dis, je veux être lui. Et Farid à côté de moi, il dit moi je vais être DJ Premier. Okay. Et c'est vraiment là que ça y est, on achète les sampleurs, on commence à trafiquer les sampleurs, les machines, tu vois, et vraiment à se mettre dedans. Sérieusement. À enregistrer, maqueter. Chaque Zeyo qu'il y avait, ça allait pour ça, quoi. Là, c'est la vraie passion. Ouais. Est-ce que vous avez des objectifs déjà à ce moment-là? Non, c'est juste rapper, tu vois. C'était juste rapper, tu vois, essayer de faire quelque chose de bien, tu vois. Mais se faire connaître un peu, rencontrer d'autres gens. Ouais, rencontrer d'autres gens. C'est là que je te dis qu'on allait au MJC, faire des battles, voir d'autres MC. Et on commence à se faire un petit nom un peu dans l'underground, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment ça va avancer pour que Roca, je crois que tu t'appelles pas encore Roca, mais comment, pour aller jusqu'à ce Roca qui va être dans la Clica? Comment, c'est quoi le cheminement? Roca, c'est mon nom de famille, donc voilà, déjà, tout le monde m'appelait Roca. Ok. Mais mon nom, c'était Mahestad. Le mec... T'allais chercher trop loin, alors que ton nom de famille, il sonnait déjà. Ouais. Alors, quand je commence à rencontrer Daddy Lortzi grâce à Djelaï, qui a posé les scratchs sur le premier maxi de Daddy Lortzi, Les Jaloux, les fameux Agacha, Agacha, tu vois, et je rencontre Daddy, on s'échange nos bips et je commence déjà à traîner avec Daddy. Mais j'étais pas dans la clica. T'as dit un mot incroyable, là, attention. Les bips? Ah ouais, les beepers, rappelle-toi. C'est ça, si t'étais un gars qui était pas à la maison, t'étais obligé d'avoir un beeper. Avec une carte téléphonique. Une carte téléphonique et le beeper. Voilà. Donc, on s'échange nos bips. Ah ouais, grave, on s'échange nos bips. Et d'ailleurs, pour les lordi, ça c'est plus recommandé. Hein. C'est clair. C'est plus recommandé que vos WhatsApp. Et donc, on s'échange nos bips et on commence à se biper, à se check dans Paris, à se check, à traîner ensemble, tu vois, et à écrire ensemble avant moi que je fasse même partie de la Clica. Moi, je fais partie vraiment de la Clica après plusieurs radios qu'on a faites. Et aux 10 ans de la Zulu Nation, qui a à Paris, Porte d'Orléans. À la mairie de Porte d'Orléans, il y a les 10 ans de la Zulu Nation, et là, la Clica monte sur scène. Je les vois sur scène, et quand ils descendent sur scène, ils font « Ouais, Roca, maintenant, tu fais partie de la Clica. » À partir de ce moment-là. Ok. Mais justement, donc là, tu es en train de me dire que Djelaï, il te connecte à Daddy Lortzi parce qu'il a fait les scratchs sur le morceau Les Jaloux. Je me rappelle que le maxi Les Jaloux sort, c'est sous le nom de la Clica. C'est pas Daddy Lortzi, c'est la Clica. Ça veut dire qu'au moment où ce maxi sort, toi, tu fais pas partie de la Clica encore? Non, pas encore. Eux, ils avaient déjà le concept, tu vois. Ils étaient déjà en train de faire ça. Il y avait déjà Guégué qui était là, Lumumba qui était là, Doc Kondo qui était là, Raphaël qui était là, il y avait Booba, il y avait Ali, il y avait les gars, quelques personnes du membre du Cercle Vicieux qui sont après devenus Cercle Vicieux, et plein de gens qui tournaient autour. Donc toi, t'arrives en dernier, en fait? Ouais, j'arrive le dernier. Ok, incroyable ça. Ouais, j'arrive en dernier. Très bien. Donc là, le maxi de la Clica, donc Les Jaloux, qui est un solo de Daddy Lortzi, avec Freaky Flow, en plus, il me semble, en face B. Ça prend dans le milieu du hip-hop, c'est fou. C'est l'époque où tu sors des maxi vinyles white label, machin, tu les presses à 500 exemplaires, 1000 grand maximum. C'est vrai. Si tu vends tout, tu represses, tout ça, on est là. Et ça
fait un buzz. C'est l'équivalent de ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ouais. Sauf qu'à cette époque-là, il n'y a pas Internet. Donc, le nom de la clica, il est en train de grossir. On fait les mixtapes aussi. À ce moment-là que les gens nous appellent. Cut Killer. À faire les mixtapes de Cut Killer, à faire les programmes de Rap Attack, de Radio Nova avec DJ Clyde. Il y a quelqu'un qui était important aussi, je trouve, pour la clica, c'est DJ LBR. DJ LBR, exactement. Il avait son émission. Tous les DJ ont été importants. Ouais. Et à cette époque-là, c'était très important avoir les props d'un DJ. Parce que le DJ, c'était un peu l'encyclopédie de la street. C'est lui qui pouvait te valider vraiment ou pas. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui des radios qui valident à tour celui qui paye le plus. Tu vois et vraiment, à l'époque, c'est vraiment une question de critères. C'était petit, le milieu, donc tout le monde se connaissait très rapidement. C'était... Tu vois, dès qu'il y avait quelque chose qui avait vraiment du talent, ça poussait, tu vois, parce que ça favorisait tout le monde. Sinon, ça n'aurait jamais grandi, ce milieu-là. Non, c'est clair. Mais je trouve que, tu vois, ce truc de DJ comme personne centrale du hip-hop, c'était vraiment déjà le cas aux États-Unis. Et je trouve qu'en France... Ça l'est toujours encore. Voilà. Et je trouve qu'en France, ça l'était pas spécialement et que c'était en train de le devenir à cette période-là dont tu es en train de parler. C'est vrai. Je trouve que, voilà. C'est très dangereux, le fait quand les radios sont appropriées de notre culture, que les propres radios ont commencé à virer les DJ. Et ils ont commencé à mettre des mecs qui n'ont absolument rien à voir comme locuteurs et comme l'interface, tu vois, entre la street et la radio et les gros médias. Ça connecte pas du tout. En tout cas, à ce moment-là, votre buzz monte grâce à tout ce bordel que vous êtes en train de faire sur les mixtapes et tout ça. Les soirées, tout ça. Les concerts, les premières parties, tout ça. Et ça va vous amener jusqu'à faire le EP. Conçu pour durer, pour durer. Voilà. Tu peux me parler de ça, de Arsenal, le label indépendant. Il monte le label Arsenal, qui parce produit que tout ça. Arsenal, Chimiste, Daddy et J.R. Wing montent donc le label Arsenal et tout se sort sous le nom du label. Voilà. Et donc là, conçu pour durer. Comment vous gérez ce EP qui finalement, vous êtes un groupe, mais pas vraiment un groupe aussi, c'est un collectif avec plusieurs groupes dedans. C'est vrai. Et vous devez faire un EP ensemble. On devient très vite potes. Ok. Tous entre nous, vraiment. On devient vraiment très vite potes et on traîne vraiment 24 H tout le temps ensemble. Ok. On dort dans les mêmes pièces, on va dans les mêmes soirées, on se retape une autre soirée le lendemain, on refait tête. On est vraiment dans une onde de gang famille, tu vois. Tout le monde pioche un peu de tout le monde. Et tout le monde apprend de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment, comme je dirais, une marmite, une fusion d'énergie incroyable. Ok. Et les gens parlent souvent de Time Bomb, mais Time Bomb n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la clica. Parce que la grande majorité des mecs, même de Time Bomb, viennent aussi de l'école des gens qui ont gravité autour de la clica. Donc c'est important de le dire, tu vois, sans démériter. Oui, bien sûr. Time Bomb a son histoire. Sans démériter pas du tout le talent de Time Bomb, mais la clica, c'est l'école vraiment qui coupe des têtes dans le game du rap français, tu vois. C'est-à-dire, il y avait IAM, NTM, le 501 Possi, les mecs étaient établis. Et tu vois, mais la clica arrive avec une sonorité complètement différente, c'est nouveau, c'est frais. C'est la new school. La new school, c'est complètement la new school. Tu vois ce que je veux dire? Même les grands sont pris de court. Ils sont tous pris de court. Oh, c'est quoi ça? Et le phénomène arrive très rapidement, tu vois. Le buzz qu'il y a autour de la clica, à ce moment-là, vous, de l'intérieur, comment vous le vivez? Ce que je veux dire, c'est que il y a un public qui acclame, il y a des gens qui sont contents, mais est-ce que dans l'industrie, il y a aussi des gens qui disent « Oh, ces mecs sont dangereux ». Il y a un peu de tout, tu vois. Rappelle-toi, c'était l'époque encore où il fallait arriver à 15 dans les radios, mettre un coup de pression, 3 claques pour qu'on mette ton son. Des trucs relous, tu vois, les mises à l'amende comme ça, tu vois, qu'on était obligé de faire parce que sinon, il y avait des portes qui s'ouvraient pas, tu vois. Et donc, c'est toute cette époque-là, tu vois. C'est l'époque des coups de pression. C'est l'époque du rentre-dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est les grands médias musicaux qui confrontent directement une nouvelle énergie de la rue qu'ils connaissaient pas encore, tu vois. Qui connaissaient pas. Donc, d'un coup, ils se prennent dans la gueule des gars qui arrivent à 15, 30 dans les radios, qui mettent des coups de pression. Et voilà, c'est un autre délire, quoi. C'était une autre atmosphère. C'est une autre atmosphère, voilà. Conçu pour durer,
dedans, on te découvre vraiment. Comme j'ai dit juste avant, c'était un maxi solo de Daddy Lorsi, en vrai. Ouais. Et là, on entend un peu tout le monde. C'est vrai. Et toi, t'as ce fameux morceau comme une Sarbacane. Exactement. Où tu viens, tu proposes un flow différent. Il y avait personne qui faisait ça en France. Et surtout, tu te permets de balancer 3-4 mesures en espagnol ou en plein milieu de contexte de rap français. De rap français. Tu mets tes origines dedans. C'est vrai. Si tu regardes bien dans ma musicalité, regarde le dernier album que j'ai sorti, Cimarron. Ouais. Et mettons par exemple le premier morceau que tu me dis où je me fais révéler, où je suis révélé au grand public, enfin au public en tout cas du hip-hop, avec comme une Sarbacane. Si tu regardes bien le discours, en niveau discours, niveau sample, niveau ambiance, niveau comment je faisais mes bacs, comment j'appuie mon truc, la thématique, ce que je développe entre le sens commun de l'homme dans la société avec la bête sauvage qui est en nous dans la jungle urbaine. Si tu regardes bien, je suis jamais parti de ce concept-là. J'ai que fait de le travailler et de l'améliorer pour pouvoir arriver en 2023 avec Cimarron, tu vois, je veux dire, si tu regardes bien même le morceau Cimarron, le poum, 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 c'est très semblable à le truc de la Sarbacane, tu vois, je veux dire, c'est lent, c'est blues, jazz, et l'ambiance elle est pas forcément hardcore, c'est un sample neutre, mais tu sens la street dedans, c'est une ambiance quoi, c'est comme une ambiance, et dessus il y a un MC qui se pose, tu vois, dans la Sarbacane, je faisais fraction, détecte puis déconnecte ton système d'alarme avec précision, et là ça pue la coke et le bicarbonate dessous, les gars veulent faire que du flou, je reste dans la même truc, punchline dès le début, des grosses images bafards qui arrivent, un sample modéré qui plaît à la street où tu peux rouler ton bédo, mais tu peux aussi serrer une go à côté, où tu peux être en train d'analyser la situation dans laquelle t'es. C'est mon ambiance. En vérité, si tu regardes bien, ça reste la marque de Roca. Des petites sonorités qui vont évoluer parce que mais ça reste la sonorité de Roca. Faut comprendre aussi un truc. Avant que je puisse faire ce morceau-là, j'ai fait plein d'autres morceaux qui sont jamais sortis. Bien sûr, avec plein d'autres styles d'ambiance musicale, mais qui gravitaient autour de ce concept que je voulais établir. Quand je rencontre Chimiste et les gars de la Clica, je peux enfin mettre des notes, des samples, et une élaboration rythmique et musicale conséquente pour pouvoir développer mieux mon art. Mais ça faisait déjà 3-4 ans que j'étais dessus. Qui choisit de mettre ce morceau-là dans le projet? Chacun un solo. Tu me dis que t'en as enregistré plusieurs. Pourquoi ce morceau-là comme je sais pas, Chimiste, il arrive, c'est un son qu'il a fait au dernier moment en plus. Il avait le plus sang, je crois que Daddy devait le prendre, ou c'était Coup d'état phonique qui devait le prendre. Mais finalement, Coup d'état phonique se place sur une prod de Guégué. Et donc ce son-là reste libre. Et il me le fait écouter, Chimiste. Et direct, quand je l'écoute, je ramène un vinyle, d'ailleurs, qui m'a toujours pas rendu. Un vinyle de Bruit de Jungle. De l'Amazonie à mon daron. Mon daron, il avait un vinyle de la nature. Et de bruit de tribu en Amazonie. Et donc, moi, j'avais ce vinyle-là que j'avais déjà repéré depuis longtemps. Tu savais que t'allais l'utiliser? Non, et je l'utilisais déjà dans des trucs que je faisais, les bruits de jungle. Et donc, je le ramène et je le dis à Chimiste, tiens, mets ces bruits de jungle. Et après, Gallegos, il arrive avec les Chief Rocker et les Control de Mike, les scratch. Et Chimiste, après, fait ses tours de magie. Moi, j'arrive avec mon idée des cuts. Les idées des cuts avec les coups de gun, les bruits de vinyle qui arrivent. Si tu regardes bien, Cimarron, il commence... Pose le vinyle sur ta platine. Là, tu vas te lécher les babines. C'est le comeback des samples en mode 19. Les vrais comprendront, je suis pas has-been. Et quand je commence, t'entends l'aiguille qui rentre. Et si tu regardes bien comme une Sarbacane, je le fais aussi. Dans le troisième couplet. Mais please, je sais plus qu'est-ce que je raconte à ce moment-là, mais je fais la même chose, tu vois. Et comme je t'ai dit, c'est tout le concept musical que j'ai, tu vois. J'ai été très influencé de Gangstar, très influencé de Trap Called Quest, très influencé de Nas, très influencé de Rakim. T'aimais beaucoup Buckshot aussi à cette époque. Buckshot, aussi Black Moon arrivé en plein dedans. Quoique maintenant, quand j'écoute le morceau, je trouve pas que c'est l'influence du tout, mais... non, mais... Moi, je sais qu'on se croisait souvent à cette époque-là. Bien sûr. Buckshot, c'était Black Moon. C'était important pour toi, je me souviens. Parce qu'il avait un ton de voix qui ressemblait au mien, naturel. Donc, j'ai toujours une référence avec des MC qui avaient des voix graves. Parce que j'ai une voix basse grave. Et pas trop aiguë. Je sais que quand il y a des groupes ou des collectifs qui sortent des projets, le public, et c'est humain,
le public aime bien choisir son favori. Ça, malheureusement, c'est la vie. On peut pas y échapper. Et moi, j'entends des bruits de couloir, tout ça. Il y a des gens, moi, mon gars, c'est Daddy. Moi, mon gars, c'est Roca. Moi, mon gars, c'est Guégué. Ou quoi. Chacun a son... C'est normal, c'est comme ça. C'est ça qui est bien dans un groupe. C'est ça. C'est la vie, de toute façon. Et j'entends ton nom ressortir de plus en plus. Bah oui. Et je sais qu'il y aura ce projet, le vrai hip-hop, qui va sortir. Et qui une compilation qui sort chez Arsenal, et où tu vas voir ce morceau, le hip-hop mon royaume. Et ça va être comme une confirmation pour les gens. Ouais, c'est vrai. Roca sur Concis pour durer, c'était pas un coup de chance. Ouais. Voilà. Et puis ils avaient déjà le truc avec la Squadra, tu vois, avec les Requiem, là d'où l'on vient, ça marque le truc. Les gens, comme Daddy et moi, on accrochait direct avant même la Clica. On a créé une complicité et une amitié en dehors de la musique qui se voyait. C'était évident. Et c'était un peu atypique, un Colombien et un Africain. On avait des flows différents, on faisait des passe-passe qui se faisaient pas du tout en France. Les passe-passe qu'on faisait, nous représentons. Bah, c'était une phrase, c'était vraiment. C'est un texte qu'on écrivait vraiment ensemble, tu vois. D'ailleurs, je peux pas le rapper ni lui si on n'est pas ensemble. C'est ça. C'est impossible à rapper. Il va y avoir des trous. Ouais, il y a trop de trous. Donc, ça va être censuré comme quand t'écoutes du rap américain sur des grosses chaînes. Et du coup, tu te rappelles un peu de la conception du hip-hop Mon Royaume? Ouais, pareil. Ouais, on est dessus. Et moi, je voulais une ambiance dark. Je voulais arriver avec des trucs dark, mais j'avais déjà le morceau là d'où l'on vient. Donc, je me suis dit, OK, là, les gens, ils peuvent m'entendre sur le morceau là d'où l'on vient dark. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, ils savaient déjà, Roca, il va bien, ses voix jazz. Et c'est là que Lumumba me présente le sample de ouf et de Grover Washington. Et il me dit, voilà, pose-toi dessus. Et c'était l'époque aussi, il y avait... rappelle-toi, dans le rap américain, on était très actu rap américain, donc on avait toujours des bonnes références, tu vois, c'était l'époque de Mike Geronimo, tu te souviens? Ouais, bien sûr. Avec Supernatural et tout ça, des trucs lents, comme ça, des beats lents, jazz, ambiance, mais ce que raconte le MC, c'était très cadencé et hardcore. C'était en sens contraire de si la musique était douce, les paroles, fallait qu'elles soient plus grossières. Je me rappelle très bien. Et donc, j'arrive sur ce plan-là, tu vois, et on me met le truc, et c'est là que ça part d'un coup. J'entends le sample, boum, les flows, tout se parle. C'est une période où on est en train de dominer beaucoup le freestyle, donc les textes vont très vite. On écrit très très vite, on pose très vite. C'est pas des morceaux réfléchis. C'est très spontané, mais comme on a un niveau de production élevé, tout arrive très vite. Ouais. Je vois. Donc, à ce moment-là, la Clica, le nom tourne énormément. On apprend que Daddy Lorsi est un boxeur. Professionnel. En même temps qu'il fait du rap. Et ce truc, quand même, Daddy Lorsi qui arrive, c'est le premier maxi de la Clica. On a l'impression que, le premier qui va sortir un album après la Clica. C'était Daddy. Ça devait être Daddy, tu vois. Ça devait être Daddy. En deuxième, ça devait être Coup d'état phonique. Voilà. Mais moi, j'étais en troisième. Voilà. Mais avant ces solos, nous, on attend l'album de la Clica d'abord. Ouais, c'est vrai. Parce que Conçu pour durer, c'est pas un album. Ouais, c'est vrai. C'est un EP. Et en fait, cet album arrive pas. Et tout est chamboulé, en fait. Dans ce que les gens imaginent. Nous, on attendait un album de la Clica, peut-être même un deuxième album de la Clica, et après des solos. Guégué s'en va de la Clica. Donc, il y a une rupture. Un peu. Il y a une rupture un peu dans l'équilibre. Tu vois, il y a Kondo, d'un coup, se retrouve seul, donc, et il faut qu'il se rétablisse une personnalité solo, parce qu'il avait sa personnalité en groupe. Bien sûr. Mais donc là, Doc Odnock devient Kondo, mais Kondo, encore, les gens le visionnent pas encore, tu vois, même s'il fait d'excellents morceaux, Mike Branché, tout ça sur la compil. Mais il est en train à peine de sortir, tu vois. Et Daddy Lorsi est confirmé, mais Daddy Lorsi, il rentre pro boxe et il va en Angleterre faire des matchs. Raphaël a 14 ans. Tout le monde a les yeux rivés sur lui, mais il a encore que 14 ans, c'est compliqué. Et les gens le morceau, le hip-hop montréalais, il est en train de tourner non-stop sur Radio Nova et sur différentes émissions spécialisées, tu vois. Les gens se penchent vers moi et disent Roca, c'est ton tour. Mais pourquoi avoir fait un Roca et pas un album de la Clica?
Parce que c'est ça, le premier truc qu'on attend, c'est ça. Je sais pas. Pour ça, là, il faut demander ça à Brian et à Chimiste et à Daddy, parce que c'était eux qui géraient ça. Je sais pas du tout pourquoi c'est arrivé comme ça. Moi, simplement, je sais qu'à un moment donné, ils m'ont dit, Roca, voilà, ça que j'ai est-ce que tu es capable de faire l'album en 1 mois? Ah ouais, c'était direct. C'est-à-dire, en 1 mois, il faut tout terminer. Maquette, enregistrement, mix, mastering, en 1 mois. Et moi, qui n'arrêtais pas de travailler aussi, tu vois, de taffer mes textes, je dis, ouais, vas-y. Je m'enferme mon studio avec Chimiste, et Gallegos, et avec les gars de la Clica, avec Lumumba. Et voilà, on n'arrête pas de travailler jour et nuit. Et en 3 semaines, je fais l'album. Ah ouais. Donc on parle de Entre deux mondes. Ouais, l'album se fait en 3 semaines. Il a été fait en 3 semaines. En 3 semaines. Incroyable. C'est des raps en one shot. Ouais. Je sais pas si tu remarques bien, c'est quand t'écoutes, c'est rare. Il y a très peu de drops dans les refrains, mais ça rappe direct. Ouais. C'est des textes que j'apprends très vite. Ok. Tu vois, des textes que j'apprends très vite et que j'avais déjà des petites parcelles de plusieurs trucs dans des différents freestyles que je commence à mettre en place. Ouais. Et moi, comme je suis un gars qui vient de la culture de la musique, vraiment, et de la conception musicale, et je savais que si j'allais faire un album, comment ça allait devoir être. Parce que j'écoutais les albums de Nas, de Gangstar, de Trap Call Quest, les albums. Ouais. Et de Eric Ben Rakim, de Public Enemy. Donc, je voyais qu'il y a une intro, le premier son, le deuxième, le troisième, comment ça suivait, tu vois, les chapitres musicaux pour construire un vrai album, tu vois. Moi, j'ai toujours eu cette notion-là parce que je suis un amant depuis jeune d'albums. Ok. J'étais pas un consommateur de singles. J'étais un consommateur d'albums. T'as besoin du scénario entier. Un Donc, film. Quand c'est mon tour, plus l'aide de tous les producteurs qui sont autour de moi, qui sont pas du tout des moindres. C'est peut-être les meilleurs producteurs qu'il y avait à l'époque en niveau son, qui vraiment avaient une sonorité américaine de ouf. Tu pouvais pas tester. Ils contrôlaient la SP12, ils contrôlaient la MPC, les Akai, tous les types de sampleurs. On avait une sonorité, un groove unique, tu vois. Et donc, je bénéficie de cette Dream Team. Ok. Mais en 3 semaines. En 3 semaines, exactement. Vous avez tout pris en 3 semaines, l'erreur. c'est ça. L'album sort avec un premier single qui est Les Jeunes de l'Univers. Ouais. Sur ce sample de Michel Berger. Et là, ça prend. Mais quand je dis ça prend, c'est que là, on est en train de... C'est la Clica qui sort du milieu hip-hop. Ouais, c'est vrai. Ça dépasse le milieu hip-hop. C'est le premier vrai morceau underground, d'un groupe issu vraiment du vrai underground français, à rentrer sur Fun Radio. Ouais. Parce que Skyrock, ça n'existait pas encore. Fun Radio. Enfin, en tout cas, il jouait pas de rap. Il jouait pas du tout du rap. Ouais. Fun Radio, et je rentre sur Fun Radio en playlist. Ok. Et en moins de 2 semaines, moi qui rentre dans les premiers, je me retrouve dans les 5e du top. C'est fou, ça. Donc je commence à faire les hit machines, les gros festivals d'été, d'hiver, à côté de boys band et de groupes qui n'avaient absolument rien à voir avec nous. Comment tu le vis, ça? Parce que toi, je sais que t'es très hip-hop en toi et c'est quelque chose que tu clames déjà dans tes morceaux. Je peux plus prendre le métro. Comment tu vois? Je suis obligé d'acheter mon Interscoop et être en moto. Je peux plus prendre le métro. Parfois, si je m'arrête dans un truc à manger une king crêpe ou un gaze, et c'est attroupement. Dès que c'est le phénomène télévision en vérité. Dès que je commence à rentrer dans le phénomène télévision, la street normale, Roca, props normal, bam, avec tout ce qui va avec les props bien et les jaloux. Mais c'est la street, on est habitué. Mais moi, ce que je suis pas habitué, c'est la confrontation avec le grand public. Ouais, c'est pour ça que je te pose cette question. Ça, je comprends abs, tu vois. T'as pas les codes, tu te rends compte qu'il y a des codes dans ce milieu-là et que tu les as pas. Et je suis super jeune. Ouais, en plus. Je suis trop jeune, tu vois. Donc, je connais pas l'argent. Ouais. J'ai jamais eu le contact avec l'argent. Ma famille, c'est pas une famille aisée. Ok. J'ai pas donc le contact avec l'argent comme ça, de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'argent. J'ai pas non plus j'ai pas un grand frère qui me drive et tout. J'ai une clique de gars qui sont, t'as vu comment c'est. Ils sont comme toi. Ils sont comme moi. Ouais. Et donc, je suis là. Et puis, en plus, je suis pas habitué à toute cette... à tous ces protocoles. Ouais. Tu vois, d'arriver dans un plateau télé, de me retrouver devant Jacques Martin,
je sais pas qui, et des gens qui n'ont absolument rien à voir. Je sais pas du tout comment gérer ces affaires-là. Est-ce que justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que tu as raté 2-3 choses qui auraient pu t'amener encore plus haut parce que tu n'avais pas ces codes-là? Ouais, et puis surtout, après, j'ai pas voulu les jouer. On arrivait à faire des plateaux avec d'un hit machine et on enfermait les boys band dans les toilettes. Donc... C'est à vous de passer. Ils étaient enfermés dans les toilettes. Ouvrez, soyez sympas, là, fermez. On était des teignes. C'était les Gremlins qui arrivaient. C'est comme dans le premier Gremlins, c'est les Gremlins qui arrivent dans la ville. C'était ça, exactement ça. Donc on se retrouve avec tous les protocoles que nous, on n'adapte pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des chouraveurs, il y a des cogneurs, il y a des gang members, il y a des graffiteurs. Là où on laisse, il y a toujours des tags, des trucs, des choses qui... On sait que vous êtes passé par là. Voilà, et puis moi, on a l'habitude d'être en crew, donc c'est pas Roca que les gens ils voient. Quand ils invitent Roca, c'est Roca et 25 Lascar qui arrivent. Non, mais déjà, c'est marrant que tu dis ça, parce que le Hit Machine, je me rappelle que t'es invité pour chanter Les Jeunes de l'Univers, qui est un morceau solo. Mais à la fin, ça se retrouve à être un morceau de la Clica. Voilà. Il y a tous les membres de la Clica qui font un couplet dessus. Ouais, parce que c'était le truc, tu vois, je me suis dit, tout le monde s'est dit, si Roca monte, soyons tous là, tu vois, parce que le jour où ça va péter, on peut arriver direct avec la Clica, tu vois. Ouais. Et ça permettait aussi de tout le monde faire du bif, tout le monde être là, d'être actif, tu vois, et de niveler les tensions qu'il peut y avoir d'ego sur certains trucs, tu vois ce que je veux dire. C'est parce que ça, justement, je voulais t'en parler, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. C'est allé très vite. Tu vois, comme je disais, un Daddy Lorty qui était en pole position pour sortir avant tout le monde, et finalement, c'est toi qui sors. Même avant un album de la Clica, c'est toi, Roca, qui sort en solo. Et ça marche. Ça marche. C'est ça le truc, c'est que ça. Et direct, grâce à l'appui des grosses radios, on arrive rapidement à faire des gros chiffres. Des très gros chiffres. Qui tout de suite m'ouvre les portes du business, tu vois. Je me retrouve dans ce cas-là avec des grosses signatures, des gens qui veulent me signer, des gens qui veulent, qui voient un truc intéressant, tu vois. Ouais. Mais moi, je me mets à la place de ces médias généralistes qui se disent il est cool ce morceau, il a samplé Michel Berger, et qui vous voient arriver à 25. C'était Kaira, je veux bien. Et qui disent, Kaira avec du génie. Mais c'était Kaira quand même. Donc les gars ils arrivent, puis on arrive dans les émissions, c'est Jabon, ding, glag, ding. Il y a quoi, quoi. Tu vois, c'est pas du tout ce qu'ils pensaient que. C'était pas donc nous allons recevoir Roca. C'était et tu vois ce que je veux dire? C'était les gros clandos qui arrivaient, et on foutait c'était la pression. C'est ça. La pression, c'était c'était la street de ces moments-là. Qui arrivait au mic. Tu vois, donc c'est pour ça que nous représentons. Et rappelle-toi, à cette époque-là, c'était une époque aussi où la street te testait tout de suite. C'est pas comme aujourd'hui, où on a beaucoup plus de liberté dans l'exploitation d'un personnage. Et aujourd'hui, on s'en fout, clairement. C'est un acteur. C'est un acteur. Tu vois, à l'époque, vraiment. Tu devais être celui que tu prétendais être dans ta musique. Toi-même, tu as dû être là dans les soirées, dans les fêtes où il y avait des dents qui giclaient, des claques qui se faisaient partir, des mecs qui se faisaient pouider, et des mecs qui ont des noms, tu vois, qui se faisaient mettre à l'amende par des gars de la street, parce qu'ils disaient d'où tu dis ça, attends, t'es en train de dire quoi là, attends, qu'est-ce que t'as dit dans ton lyrique? Les lyriques étaient très c'était pris au sérieux. C'était très pris au sérieux parce que le gars qui parlait mal, il représentait toute une communauté ou toute une communauté, toute une nation underground. Tu vois, donc le mec qui arrivait au micro. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était l'époque où tu te faisais respecter, tu pouvais te faire respecter, enfin, en tout cas dans le hip-hop, par tes skills de danseur ou de graffeur ou de MC. C'est-à-dire les vrais OG. Les vrais OG. Ils reconnaissaient ton talent. Et ils te respectaient pour ça. On n'allait pas te respecter parce que t'es en train de faire le voyou. C'est surtout, tu vois, t'as bien dit le mot faire. Le truc, c'est que si t'es un voyou, t'es un voyou. Daddy Lorty, c'était un gang member. Voilà. Donc le gars, c'est même le contraire. Quand les gens voyaient Daddy Lorty, ils disaient, lui, il rappe. Cette crapule, cette racaille, rap. Ce casseur de bouche, rap. Et en plus, avec du génie. Ce que et je veux avec dire, du génie grave, avec de l'intelligence. Ses textes, c'était pas de l'incitation à la violence ou quoi, c'était fin. Les gens ils disaient, quoi, c'est ce mec-là? Il rappe, moi je me rappelle. Les gens, ils voyaient pas ils comprenaient pas le délire. Il y avait un décalage. Il y avait un décalage avec sa réputation dans la street et son rap qui était très avancé. C'était fin, réfléchi. Tu vois, et c'est ça je pense que ça c'est le
le leitmotiv de la Clica. Kaira, je veux bien, mais toutefois avec du génie. Voilà, je pense que c'est ça. On est d'accord. Et c'est ça, je crois, qui a donné qui a aussi transformé toute la balance, tu vois. C'est arrivé avec du génie. Il faut... Très bien. L'art, faut que ça soit comme ça. Je suis d'accord avec ça. La virtuosité. On avance et la Clica, donc nous on attend toujours un album de la Clica et on apprend que Kondo quitte la Clica. Là, à un moment donné, il faut que tu éclaircisses la situation. Il y a Guégué il était déjà qui est déjà parti, coup d'état phonique. Je peux très bien comprendre avec le temps qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Moi, Daddy et Raphaël, on était très pris par la mentalité un peu de la street et toute cette ambiance-là. Kondo était une personne beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie et intelligente, très intelligente dans ses choix décisifs. Et à un moment donné, ça collait plus, tu vois ce que je veux dire. Et il y a eu des petits problèmes dans la Clica, d'ego, de chichi, de blabla. Les meufs aussi, elles rentrent dans le terrain. Il y a des problèmes de bizarres qui rentrent. Et à un moment donné, voilà, il a pris la décision et puis on se retrouve Daddy, Raphaël et Wham. Et on fait le dernier album de la Clica éponyme. Et qui est le seul album. Qui est le seul album. Et voilà, quoi. Qui arrive en 1999, si je me trompe pas. Voilà, en 1999. Et pour moi, quand il arrive, je me dis, c'est cool, mais il arrive un peu trop tard. Il arrive tard. Je pense que c'est aussi une manière de mauvaise logistique de part d'Arsenal qui n'ont pas su gérer à ce moment-là les choses. Et ils étaient peut-être... ils étaient en dos de bail à ce moment-là, ils n'ont pas su gérer. Ne leur en veux pas. À l'époque, si. À l'époque, tu leur en as voulu. Voilà, exactement. Parce que je trouve que c'est eux qui avaient l'œil derrière l'objectif, ils auraient dû avoir le recul pour ils auraient dû avoir les choses venir. Voilà. Parce que nous, on était vraiment entre les tournées, les trucs, c'était le bordel. Trop la tête dans le guidon, vous. Trop, voilà. Donc, du coup, vous faites cet album à 3, et il y a ce morceau qui tourne sur Skyrock, Pas de place pour les traîtres. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Alors qu'il y a d'autres morceaux qui étaient là, c'était le choix de ce mec-là, de Bouno. Qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est lui qui décide toujours ce qu'il veut mettre. Il a des coups de cœur. Donc il dit c'est celle-ci. Moi, même nous, on comprend pas. Mais bon, nous, on suit le jeu parce qu'on commence à s'apercevoir qu'il y a des grands médias qui commencent à se détacher des médias normaux, tu vois, habituels, et qui commencent à mettre du hip-hop. On joue le jeu avec ceux qui jouent le jeu. Mais moi, quand j'entends le morceau, je me dis, il parle de Kondo. Ouais, c'était un peu tout ça. C'était toutes les... Puis il n'y avait pas que Kondo, il y avait un peu plein d'autres trucs de traîtrise qui s'étaient passés dans le crew. Donc c'est un texte... Rappelle-toi, à l'époque, on faisait beaucoup de freestyle. Donc parfois, il y avait un thème qui arrivait sur un freestyle. Tu vois, c'était pas plus compliqué que ça. On envoyait l'instru, les premiers textes qui arrivaient, et on commençait à kicker dessus, puis voilà. Mais à ce moment-là, vous vous entendez plus avec Kondo? Non. Voilà. Très bien. Donc, moi, quand cet album est dehors, je me dis vraiment, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux exploité, ça aurait pu aller plus loin. On s'entendait plus trop entre nous déjà. On s'entendait plus trop entre nous, tu vois. Il y avait des problèmes d'ego. Moi, je m'apercevais aussi beaucoup de choses dans le business par rapport à des problèmes contractuels. Sur le contrat que j'avais signé. Et je commence comme je commence à rentrer T'étais plus content de ce que t'avais signé? Je savais pas ce que j'avais signé. Donc, je me rends compte de ce que j'ai signé. Quand je commence à rentrer dans le business et à rencontrer des avocats, à rencontrer d'autres professionnels qui étaient plus âgés que moi, qui étaient dans le business depuis plus longtemps que moi. Les Pharaons, les Big Red, des gars comme ça, tu vois, qui s'y connaissent, tu vois, qui ont plus de bouteilles, ils commencent à lire mon contrat, ils me font, oh là là, qu'est-ce que t'as signé, mon pote? T'aimes ça se fait pas, ça se fait pas non plus. Donc, je commence à voir les trucs, et puis c'est vrai, je commence je suis toute l'année en tournée, tout ça, et puis il y a pas de Zeyo qui rentre comme il faut, tu vois. Et donc, je commence à faire les calculs, et je fais, attends, c'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est là, à partir de là, il commence à avoir des frictions entre le label Arsenal et les artistes d'Arsenal. Daddy va avec ses frangins. Moi, je me nachave directement avec Pharaon, et Pharaon me trouve un contrat avec... Donc, Sébastien Pharaon devient ton manager. C'est mon manager. Donc, il commence à avoir d'autres... On rentre dans une autre sphère, tu vois. Je veux dire, je commence à comprendre le business. Je commence à comprendre toutes les choses que je n'avais pas... que je faisais. C'est un peu le côté, l'innocence de l'artiste meurt à ce moment-là. Voilà, c'est ça. L'innocence de l'artiste,
Ça y est, là t'es au travail. Je m'aperçois qu'il y a des ayos vraiment. Voilà. Et que c'est une manière pour moi, en tout cas pour moi, c'est la seule que je vois pour m'en sortir. Bien sûr. Je viens de me faire réformer de l'armée P4. Ouais. Et je vais jamais être banquier, c'est bon. Donc, je sais que c'est le rap. Ouais. Et justement, tu vois, avec ce que tu viens de dire, tu dis, bon, tu sens que le seul moyen de t'en sortir, c'est par le rap. T'aurais pu tomber dans une facilité et justement te dire, bon, il y a une formule en ce moment à la radio. Si je fais cette formule-là, je serai diffusé à la radio et vas-y, je peux prendre de l'argent et tout ça. Et c'est un rap un peu plus léger qui n'est pas ton rap en vrai. T'aurais pu tomber là-dedans. 1000 fois. Et au contraire, tu l'as pas fait. On me l'a proposé 20 000 fois. Ok. Et pas que à cette époque-là, dans plusieurs époques de ma carrière, on m'a proposé plusieurs fois de faire des choses qui sont pas forcément dans ce que j'aime faire. Et j'ai toujours dit non. Parce que je viens d'une famille de musiciens, d'artistes qui ont grandi avec du critère. Ouais. Et l'art prime avant tout. Ok. Donc t'as été éduqué là-dedans. Ah, j'ai été éduqué là-dedans. Très bien. Sinon, ma mère, elle me l'ouvre plus la porte de la maison. C'est important. Pas de whack. Voilà. Et le truc, c'est, il va arriver ce deuxième album. Ouais, le deuxième album, là, je signe directement avec Universal, Barclay. Rappelle-toi, à cette époque-là, Arsenal se fait racheter par Vivendi. Ouais. Il change toute la... Universal, ouais. Il change toute l'équipe de prod qui avait chambé pendant l'album Élévation. Ouais. J'ai une prod incroyable, avec vraiment... Vraiment, d'ailleurs, t'écoutes l'album, il est intemporel aussi, cet album-là. Ouais. Les gens m'attendaient sur un deuxième album, ils savaient pas avec quoi j'arrivais. J'arrive avec un deuxième album qui dépasse même les limites du rap français à ce moment-là, parce que déjà, je suis tout le temps à New York. Ouais. Je suis tout le temps à New York, donc j'ai le son de New York dans la tête. Les prods sont super avancés par rapport aux prods qu'il y avait en ce moment-là du rap français. Qui avait bossé sur cet album? Gallegos, Wham, je me mets à la prod, je commence à faire plusieurs sons. L'album, le titre Élévation, c'est Wham. Le titre est l'original. Les deux hits de l'album, c'est Wham. Toute laine disparaît, c'est Wham. Je suis dans toute la coprod de tous les sons de Gallegos et de Armen, qui se met aussi à faire du son avec son équipe. Armen Blanco. Donc on est à fond dedans. Je suis tout le temps à New York. Je suis avec Mario Rodriguez, un Colombien qui mixe les albums de Mobb Deep et tout ça. Donc, je suis vraiment avec une équipe, une dream team. Ok. Et tu sens l'album. J'arrive avec un deuxième album, fat, mûr, fort, plus technique. Et t'arrives super musclé. Et ouais, parce que ça y est, j'étais... mais j'étais déjà dans le transformation. Sport. J'étais déjà dans le sport. Ouais. J'étais déjà dans le sport, mais à ce moment-là, à New York, j'étais encore plus dans le respo, tu vois. Ok. À chaque fois, avant chaque prise... à la 50, on faisait des pompes. C'était l'époque des pompes, des tractions, des tout ce que, de tout ça, la salle de sport, les sports de combat, tout ça. C'était tout ça qu'on vivait. Okay. Tu vois, et le rap, tu vois, je vivais ça comme le flow, comme le sport de combat. Ok. Il fallait le travailler. Ça, c'est la mentalité de Daddy qui nous l'avait mis aussi dans la tête. Tu vois, d'être corps et esprit sain et corps fort. Tu vois. Et donc, je suis à fond là-dedans. Je suis plus trop à Paris, donc en vérité, je suis dans d'autres vailles. Je suis pas en train j'ai plus de référence dans le rap français. C'est ça que j'allais te dire, moi, c'est que on est d'accord que le deuxième album, il marche moins que le premier. Bah, il marche moins. Oui, je fais 80 000 albums vendus quand même. C'est très bien. En vrai, c'est très bien. Pour l'époque, c'était super bien déjà. C'est juste mais la maison de 10 attendait que si j'arrivais avec un... Mais moi aussi, j'étais une teigne. C'est-à-dire que le contrat que j'ai signé avec Pharan, c'est un contrat eux, ils avaient le droit de décider rien. Ok. T'as dit, cette fois-ci... Ils avaient le droit de rien décider. Ils avaient le droit de rien décider. Moi, je savais ce que c'est un morceau qui marche ou marche pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que je fais les morceaux comme Toute laine disparaisse, l'original, des trucs salsa, des trucs plus latins, tu vois. Mais je commence déjà à le mettre plus en espagnol pour ouvrir un autre marché. Ok. Je sentais qu'en France, j'allais être saturé vite. Ok. Je le sentais. Par rapport aux barrières médiatiques que je subissais, je le sentais que le style de rap que j'ai envie de défendre, moi, et dans lequel moi j'ai envie de me développer, ça va vite être boycotté en France. Ouais. Je le sentais. Moi, ça que j'allais dire, c'est que j'ai trouvé le deuxième album moins évident, moins accessible. Oui et non, parce que c'est nous de notre génération. Mais par exemple, les gars
qui me découvrent avec cet album-là, pour eux, c'est cet album-là. C'est celui-là, ouais. Ouais, mais moi, je parle avec, en ayant toutes les cartes. Moi, c'est avec le temps. Moi, c'est avec le temps. À chaque fois, la référence était toujours Entre deux mondes. Mais moi, c'est... Il y a des gens qui t'ont découvert. Ces 15 dernières années que je rencontre des gens et des jeunes, ils m'ont découvert avec Elevation. Ouais. Okay. C'est pas Entre deux mondes, c'est Elevation, tu vois. Okay. Mais c'est surtout parce que je change de clic aussi de producteur. La vibe devient plus cannerie. Tu sens moins le rap français dedans. Tu sens plus le rap cannerie, tu sens plus le Terror Squad, les vibes américaines du moment. Et il y a ce morceau, donc, El Original. El Original. Et clippé directement en Colombie. En Colombie, à New York. Ouais. Et j'ai l'impression, moi, à ce moment-là, voilà. En plus, il y a deux versions. Il y a une version en français. Une version en espagnol. Ça y est, je commence à faire les trucs. Moi, j'ai l'impression que là, je me dis, Roca, il veut rentrer dans un autre monde, qui est le sien aussi, t'es colombien. Bah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui décides d'ouvrir cette fenêtre vers l'Amérique latine? Ouais. Il faut savoir un truc, à ce moment-là, il se passe plein de choses dans ma vie. D'une, après cet album-là, Elevation, non, pendant que je suis en train de faire l'album Elevation, je suis quand même le new challenger, tu vois, le gars que les gens attendent. Donc, je fais beaucoup de featuring. Très précis. Qui sont des classiques. Et comme je suis une référence aussi dans le business, il y a les Américains, ils commencent à me demander des featuring. Et c'est là que je fais un featuring avec Memphis Bleek et Jay-Z. Sur le morceau What You Think That, What You Think That. Ils me payent le voyage à New York. Je vais à New York, je rencontre toute la clique. Je fais le morceau, Jay-Z se pose. Le morceau, il rentre directement dans les mains de tous les DJ de Hot 97, grâce à Armen, grâce à Aesem, à des potes qui travaillent à Def Jam. Ils commencent à me donner des props. Et ça m'a ouvert des portes incroyables à New York. Tu peux même pas t'imaginer. Ah ouais. Tu vois, c'est qui? C'est Roca. Roca. Parce que là, on parle normal, tout ça, on se connaît, mais t'es sur le même morceau que Jay-Z. Voilà, je suis sur le même morceau de Jay-Z, exactement. Au moment donné où Jay-Z, il est en train de... C'est Rocafella, c'est la grosse époque. Donc, j'arrive là-bas et ça m'ouvre plein de portes. Ça m'ouvre plein de portes. Et c'est à ce moment-là que, quand j'arrive à New York, je peux pas rapper en français. Ouais. Sur le morceau avec Memphis Bleek, tu rappes en espagnol? En espagnol. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Logique. Et donc, je peux pas je rappe plus en français. Je me dis, j'arrive là-bas, j'ai 10 ans de carrière, mais j'ai aucun texte pour pouvoir kicker aux États-Unis. Et donc, là, c'est là que je pars à New York et un été de 4 mois ou je sais plus combien de trucs, on reste avec mes gars et Armen aussi qui nous accompagne dans cette odyssée de fou. On rappe dans tous les endroits à New York où il y a la communauté latine. Dans tous les endroits, dans tous les battles, dans tous les trucs, je commence à kicker. De zéro. Ok. Tu recommences une carrière. Je recommence une carrière en espagnol. Personne se doutait que je rappais en français. Ok. Personne. Personne. Aucune raison de l'imaginer. Non, j'arrivais simplement avec la carte, le carton d'invitation qui était le morceau que j'ai avec Jay-Z. Ok. Et donc les gens, ils écoutaient ça, ils faisaient « Oh !» Ok. Tu vois ce que je veux dire? Sérieux? Donc, bam, ça m'ouvre toutes les portes. Et c'est là que je monte mon label Parcero Production avec Poncho et qu'on monte le groupe 13 Coronas. On commence à enregistrer depuis l'année 2000, avant Elevation. On était déjà en train d'enregistrer des maquettes. Et c'est là qu'on sort la première mixtape. Ok. Les premières mixtapes, vers 2000, 2001, on sort les premières mixtapes. En 2000. En 2000, je sors ma première mixtape de 13 Coronas qui commence à marcher. On en écoule, je sais plus, 30, 40 000, 50 000, un truc de fou pour l'époque. Ok. Et donc, avec le Zeyo, on construit notre label. Ok. Et là, t'es plus en France en vrai. Non, c'est-à-dire, toi, ta musique, ton nom, ça y est. On t'entend de moins en moins. Je fais des concerts en Colombie, je fais des concerts en Équateur, je fais des concerts en Bolivie, je fais des concerts au Chili, je fais des concerts au Mexique. La mixtape là que vous faites. C'est une révolution. De New York. C'est une révolution. Ça prend dans toute l'Amérique latine. C'est une révolution. Ça devient une révolution. C'est une référence. Il est même sorti dans la revue Rolling Stone. Et on est la référence du rap latinos. C'est fou ça. Comme la Clica est la référence du rap français, cette mixtape-là, c'est la référence de toute une nouvelle école qui est arrivée dans le rap latinos. Ok. On est les premiers à sortir des mixtapes de rap. C'est fou ça. C'est complètement fou. Et
Donc, vous allez faire 2 mixtapes, c'est ça? 3. Mais pendant cette période-là, parce qu'il me semble qu'il y en a une qui est venue beaucoup plus tard. On en fait 3 mixtapes et on sort l'album en 2004. Ok. L'album Nuestra Cosa. Ok. Et c'est quoi les retours? En plus, c'est l'album qui était signé chez Machete? Ouais, c'est l'album qui est signé chez Machete. Ouais. On signe chez Machete, qui est le plus gros label à ce moment-là. À ce moment-là, c'est le plus gros label de reggaeton. Il faut savoir, ils ont Daddy Yankee, ils ont Don Omar, ils ont Tego Calderón, ils ont Wisin y Yandel. On part en tournée avec eux. Ils savent pas où nous mettre. On a encore Donc ils vous ont mis en tournée avec des reggaetoneros. Mais ils savent pas où nous mettre. Parce qu'il n'y a pas une scène, il y a pas une scène de rap latino à ce moment-là. Non. Okay. C'est reggaeton. Ok. C'est la furie du reggaeton. Mais comment ça se passe du coup avec le public, vu que le public vient pour du reggaeton et vous arrivez avec du rap en plein milieu? Un jour ils nous placent avant Don Omar, après ils nous placent après je sais pas qui, après ils savent pas où nous placer. Et le public, comment il vous reçoit? Comme si on était des G-Unit qui rappent en espagnol. Ok. Ils comprennent pas, ils disent c'est nouveau, on n'a jamais entendu. Ok. Parce que le rap latino, c'est quand même à l'époque, c'est encore très ça sonne pas assez américain. Ça sonne pas comme mais moi je viens de l'école de la Clica, du rap new-yorkais. Voilà. Donc toi tu as déjà les références américaines, tu les as. Mon flow, c'est pas le flow des portoricains. Non, j'arrive avec un flow new-yorkais. OK. En espagnol, le même flow que je m'entends en français mais en espagnol. OK. Donc il est 10 fois plus poussé, 10 fois plus technique, 10 fois plus abouti. Il est très conceptuel dans sa sonorité avec les instrus. Donc on est les. Et d'ailleurs, je me rappelle, avant de signer avec eux, on nous balade d'un label à l'autre. Def Jam veut nous signer, mais ils savent pas quoi faire. Ils nous envoient SRC, le label de Fat Joe. Et Fat Joe, ils adorent. Ils veulent nous faire le morceau avec Akon, de Locked Up, mais ils savent pas qui. Et comme dans le milieu encore, il y a les Colombiens, on n'avait pas la cote. C'était les Portoricains qui dominaient vraiment le truc. Ils laissaient pas trop la place aux Colombiens. Tu vois, nous, il a fallu vraiment attendre l'arrivée de Shakira et du gros reggaeton là, il y a 5 ans ou 6 ans que ça explose, pour que les Colombiens, ça y est, maintenant tu dis Colombie. Après, il y avait un Colombien dans Beatnuts. Oui, mais il le clamait pas spécialement. Ouais, il le clamait pas, et puis surtout, il rappe en anglais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous, notre marché à nous, il arrive directement pour la communauté latine qui vient d'arriver. Pour certains immigrés qui parlent pas très bien l'espagnol, mais qui aiment bien la cadence, mais notre majorité de public, elle est en Amérique latine. C'est vrai. Je vois. Le vrai public de 13 Coronas, il est en Amérique latine, il n'est pas vraiment aux États-Unis. On a l'image new-yorkaise, parce qu'on vit là-bas, mais on fait les tournées, on fait des tournées aussi aux États-Unis et tout ça, mais les grosses tournées payantes, chamées, où on nous met le cachet et tout, ça c'est en Amérique latine. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Colombie. Ouais. Et j'aime beaucoup le reggaeton, moi. Je suis un grand fan de reggaeton. Et du coup, je m'intéresse à la musique latine en général. Toutes les influences, tout ce qu'il y a autour. Et bien sûr, venant du rap, aussi au rap. Et je me suis rendu compte que c'est 2 scènes complètement séparées. Complètement. Le rap et le reggaeton, c'est séparé. Encore aujourd'hui, ça a changé avec la trap. Il y a la trappe latine, il y a beaucoup de reggaetoneros qui montent sur de la trappe. Mais avant que la trappe arrive, c'était complètement séparé. Complètement. Ça l'est encore. Ouais. Et le truc, c'est que il y a ce morceau qui est un classique de Don Omar qui s'appelle Salia El Sol. Ah, Salia El Sol. Voilà, on fait le remix. Il y a un remix avec vous dessus. Ouais. Je trouve magnifique. Moi, déjà, à la base, j'aime le morceau. Ouais, et je suis content de vous entendre dessus. Mais c'est un dancehall. C'est du dancehall, en vrai. Lui dit reggaeton, mais c'est un dancehall. Nous, on l'a fait parce que le beat, c'est un dancehall. C'est un dancehall. Comment ça a été reçu, justement, ce mélange reggaeton et rap? Sachant que les deux ça nous ouvre des portes. Nous, ça nous ouvre des portes. Et bien sûr, tous les grincheux du rap, ils étaient pas contents. Ils étaient pas contents. Mais en même temps, nous, on s'en battait les steaks parce qu'on sortait tellement de produits tellement lourds que les gens, ils se fermaient leur gueule. Ouais. Donc, c'était un morceau de plus qui sortait. Tu vois, il y a ce morceau-là qui sort, mais on vient de sortir l'album Nuestra Cosa. Il y a ce morceau-là qui est dans cette compile-là. On vient de sortir ce clip-là. Il y aura quelque chose pour toi, quoi qu'il arrive. Ouais, donc voilà. Et puis c'est surtout la mentalité américaine, tu vois. Vas-y, let's go. On fait. Ça tourne. Tu vois. Bien. Donc on subit pas trop ce problème-là, tu vois. À un moment, tu vas devoir quand même revenir en France et sortir un nouvel album. Déjà parce que tu as un contrat qui court. Ouais, l'album Amour Suprême. Ouais.
moi, ça y est, je suis à New York. Justement. Cet album-là sort super new-yorkais. Si tu l'entends, si tu l'écoutes, cet album-là, c'est un album new-yorkais en français. Voilà. C'est pas du tout un album de rap français. Tu le fais depuis New York ou tu rentres en France pour le faire? Je le fais là-bas et de temps en temps, je viens ici. Voilà. C'est un album qui se conçoit vraiment à New York. Ok. Tu vois, et avec Mario Rodriguez aussi dans les turbines. Mm-hmm. Donc, cet album-là, même des gens, des fans et des gens qui m'écrivent et tout, me disent, en vérité, Roca, Amour Suprême, c'est un album de rap américain. Ouais. Mais t'as voulu rapper en français. Voilà. Mais c'est du rap américain. C'est-à-dire les flows, comment je l'ai introduit, t'écoutes la musicalité qui se passe en ce moment-là dans le rap américain. Mm-hmm. Et ce que moi je fais, on est au même niveau. Et t'écoutes le rap français qui se faisait à l'époque, mais 2003. Sur tous les albums de rap français qui sont sortis en 2003, et même mon album. Mm-hmm. Et tu verras. Ok. Écoute la sonorité, le mix, la thématique, ce que je développe dans les thèmes, les tell stories. Je parle de mafieux, de trucs de fous, des histoires de dingue. Je suis dans un délire. Je suis au State. Au niveau des collaborations, t'es là-bas. Je m'attendais à ce que tu fasses des trucs avec des rappeurs de là-bas. Non, parce que je mélange pas le truc justement. Ok. Toi, c'est du rap français. Tu veux pas mettre un américain sur cet album de rap français. Non. Ok. Donc c'est là que j'invite Lino qui est en plein boom à ce moment-là. Fait partie des grosses plumes. Et j'invite l'associé de P4, le défunt P4, et P38 et Big Red, avec qui on s'entend super bien à ce moment-là. La relation que vous avez musicalement avec Big Red, j'ai toujours bien aimé. Ça a été un truc très important. Et donc voilà, on fait le truc et l'album il est complètement boycotté par ma maison de disques. Ah ouais, par la maison de disques direct. Ouais, mais pourquoi? Ils le font et ils boycottent? Ouais, ils boycottent. Et ça, pour eux, c'était plus simple de me rendre mon contrat par rapport aux exigences qu'il y avait dessus que essayer de faire travailler cet album-là, alors que moi, à ce moment-là, je commets beaucoup d'erreurs dans le business. C'est-à-dire? Je parle mal à Bouno, je l'envoie balader. Ok. J'insulte des mères avant que ça soit la mode au rap français. J'insulte vraiment les darums. J'insulte les darums. Paix à leur âme. Donc, je suis vraiment dans... Moi, je suis... Du coup, tu deviens le vilain petit canard. Je le dis pas dans mes textes, je le dis dans la vie réelle. Dans la vraie vie. Du coup... Mon rap, il est clean, nickel, mais dans la vie réelle, j'insulte des mères. Je suis en train d'insulter des darums, des arrière-grands-pères, des ancêtres. Donc, et je me fais beaucoup d'ennemis ados ici. Okay. Et je me ferme les portes avec Universal, je m'embrouille avec plein de gens de maisons de disques. Est-ce que je commets beaucoup d'erreurs. Mais est-ce que ta tête et ton cœur ne sont pas déjà en Amérique? J'ai l'impression que j'étais en train de faire un truc destructeur. Parce que tu veux plus rester là. Ouais, comme quoi, je vais tout écrabouiller ici, comme ça je suis sûr qu'il n'y a plus rien pour moi. Voilà, je m'en vais. Je m'en vais et je peux plus revenir. Voilà. Ça y est, je suis tricard. T'étais en train de créer cette situation-là. Ouais, en vérité, je pense que psychologiquement, sans m'en apercevoir, j'étais en train de niquer l'endroit où j'étais. C'est une erreur, tu vois. Après, je m'en suis voulu, tu vois. Okay. Parce que j'ai dit, putain, j'aurais dû maintenir une relation avec la France. En tout cas, avec le business. Parce que mon public, je m'en suis jamais séparé, tu vois. Oui, ça c'est autre chose. C'est plus avec le business français parce que ils me connaissent pas, je les connais plus. Et ceux qui me connaissent, ils veulent plus savoir de moi. Bah oui, encore plus si leur papa et leur maman sont morts. Je vois. J'en ai plus, mec. Et tout. Sacré Roca. Et du coup, tu repars en Amérique latine? Ouais, non, là, je termine presque une décennie. Ok. Et vers 2009, je m'installe en Colombie. Voilà. Bogota. Ouais, fin 2009, par là. 13 Coronas, c'en est où à ce moment-là? 13 Coronas, à ce moment, on est fatigué. Ah non, pas encore, on n'a pas encore fait la grosse tournée. On est... on se retrouve... Il faut parler d'un truc dans la musique. Il y a la musique... Et il y a le business. Il y a l'art et il y a le business. Les finances. Les finances, c'est très différent. Donc nous, artistiquement parlant, on est au top. Au top de la top. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que musicalement, j'ai jamais eu une descente niveau musique. Je suis toujours
dans ce qu'il faut faire à ce moment-là, musicalement en tout cas. Ouais. Mais dans le côté business, à New York, il faut savoir, le reggaeton arrive et c'est l'explosion d'un genre musical qui rentre aussi, entre guillemets, comme une grosse escroquerie pour l'industrie. On vient d'une musique latine où il y a extrêmement d'arrangements, extrêmement de paroliers, extrêmement de gens qui travaillent autour de l'industrie, qui sont des gens extrêmement bons, qui ont fait énormément d'argent, et tout à coup, il y a des paroles qui veulent plus rien dire, sur des rythmes séquencés, qui n'ont plus besoin d'arrangeurs ni de rien. Ouais. Tout se dématérialise. Moi, quand j'arrive à New York, j'allais au Copacabana, et au Copacabana, on pouvait, un vendredi soir, il n'y avait pas de DJ. T'arrivais là-bas, il y avait Los Lebron, Grupo Nietzsche, El Gran Combo de Puerto Rico, La Ponceña, que des groupes de salsa qui venaient les qui jouaient live. Mais je te dis, c'est comme si je te dis qu'il y avait, je sais pas moi, c'est comme si je te dis que il y a à l'époque quoi, Franco, après il y a Taboulé, ensuite il y a je sais pas qui arrive, il y a que des stars. Et qui viennent jouer en live. Ouais, qui viennent jouer en live. C'est pas un DJ qui met de la musique. Ils viennent jouer en live et les gens, ils viennent danser comme si c'était un DJ. C'est fou. Mais c'est des orchestres. Complètement fou. Au bout de 3 ans, il n'y a plus ça. Tous les clubs, les grands clubs de grands musiciens et de grandes orchestres se terminent. Et tous les clubs, ils les refont. Il n'y a plus qu'une estrade, des poteaux de gogo danseurs et un fond de salle avec le DJ et des playbacks. Pas de retour, rien, que du playback. Donc nous, on arrive, toutes les soirées que nous, on avait l'habitude de faire, il n'y a plus de... La logistique musicale n'existe plus. Les grands musiciens commencent à se barrer de New York. New York, ça commence à devenir en tout cas niveau musique, on va parler musique, un pauvre. Ça devient une pauvreté en musique. Donc il n'y a plus rien d'intéressant qui se passe si t'es pas appuyé par la communauté, pas par la communauté, par l'industrie portoricaine. Il n'y a pas moyen pour un Colombien, ni un Mexicain, ni un Panaméen. C'est là que Tres Coronas, on commence à s'allier avec les Mexicains, on commence à s'allier avec les Dominicains, on commence à s'allier avec les Panaméens. Par rapport au pouvoir en place portoricain de l'industrie. Oui, on peut rien faire. On peut strictement rien faire. Rien faire. C'est eux qui contrôlent tous les clubs. Ils te ferment la porte direct, radios, tout. Donc à ce moment-là, moi je sens qu'il y a un vrai boycott, tu vois ce que je veux dire. Et même s'ils sont cool avec nous quand ils nous serrent la pince, en vérité, ils nous renvoient pas à l'ascenseur. Donc c'est là qu'on commence à faire des tournées à Panama, on fait des trucs en Colombie différents, on commence à faire des featuring avec des grands artistes dans d'autres endroits pour essayer de rentrer dans d'autres marchés, parce que New York et les États-Unis, c'est mort. C'est mort. À ce moment-là, faut être reggaetonero portoricain. Et je vais même te dire, il y a des amis à nous portoricains de Brooklyn et de New York qui pètent pas du tout parce qu'ils sont pas de l'île. Il faut être de l'île. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il faut pas être portoricain de New York, faut être portoricain. Et ça continue. J'ai un pote pareil à New York, comme ça, un portoricain de New York, et il n'arrive pas. C'est un reggaetonero, il arrive pas. Non, il faut qu'il soit de l'île. Exactement. Donc on sent un boycott, et à ce moment-là, Tres Coronas, on amplifie notre marché dans le secteur de Latinos et surtout dans le secteur world music. Moi, ça y est, je suis producteur depuis longtemps, mais là, je me dédie à faire pratiquement tous les arrangements musicaux de tous les albums. Je suis derrière tous les arrangements, d'ailleurs, la majorité des compositions aussi, je suis dedans. Et moi, dans ma tête, je travaille avec beaucoup de musiciens, et dans ma tête, je dis, là, ça sert plus à rien de taper dans le rap, ça va pas marcher. Le reggaeton a pris la place du rap. C'est pour les latinos, c'est pour le marché nord-américain. Pour les gringos, le rap latino, c'est le reggaeton. Donc à ce moment-là, je dis, on va rentrer dans la world. Et on sort l'album La Música es mi arma avec Machete. Et c'est un album, si tu l'écoutes, c'est que des musiciens. C'est une grosse orchestration. Et là, on signe avec un label, un booker qui fait que de la world music dans le monde entier. Et il nous signe. Et on fait une tournée de près de 2 ans, 1 an et demi, avec 10 musiciens. On part partout. Afrique. Vous sortez de l'Amérique latine? Afrique, Amérique latine. Donc la stratégie, elle a marché. On fait que des gros festivals. On fait que des festivals, que des festivals. On joue partout. C'est bon, ça. Et on joue à côté de gens comme Femi Kuti, des trucs qui n'ont plus rien à voir avec le rap, tu vois. Vous êtes bien reçu par le public? Super bien. Imagine 10 musiciens qui font du gros rap, mais en live, avec des trompettes, trombones, ça déménage. Il y a des arrangements qui sont un peu plus latinisés, tu vois. Ça groove de ouf. Et voilà, on part là-dessus.
On parle là-dessus. Mais on est très incompris de ce qui est en train de se passer dans l'industrie latine, qui est devenue à sa plus grosse simplification musicale. Reggaeton. Voilà, on en est à la plus grosse simplification musicale. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. C'est ça ou ça. C'est ça ou ça. Ok. Donc, du coup, tu me dis, vous faites cette grosse tournée en mode world avec les musiciens et tout. Et après, c'est à ce moment-là que... À ce moment-là, on s'épuise. Vous faites une pause un peu. C'est épuisant, on arrête. Et c'est là que je retourne à me consacrer à faire des musiques de films. Ah bon? Ah oui, c'est là que je me dédie à faire que des musiques de films. Mais raconte-moi, on n'est pas au courant, nous. C'est là que je fais la musique de La Vida Loca. Oui, je me souviens. Le documentaire, il gagne des prix et tout. Et grâce à ça, je commence à rencontrer des gens de Hollywood et tout ça. Je fais des bandes-sons pour des films de David Ayers, Sabotage, End of Watch, des films américains. Wow. Je place toujours des sons, pam, pam. Et à partir de là, je fais... il y a Iria Gomez, une grande réalisatrice mexicaine qui me demande de réaliser toute la musique de son film. Je rentre, bam, avec orchestration et tout, je rentre, je fais la musique de son film, ça s'appelle Asalto al Cine, de Iria Gomez. Ça gagne des prix pareils. Je fais son deuxième film aussi, mais là en coprod avec un autre réal, un autre réal de musique. Et à ce moment-là, je fais la musique du film Somos Calentura. Et celui-ci gagne le prix Macondo, et je gagne le prix de meilleure musique originale de film dans les festivals Macondo en Amérique latine. Et à partir de là, je gagne une stabilité dans pas en tant que rappeur, mais en tant que compositeur. Tu vois, ça c'est des trucs. Les échos, ils n'arrivent pas jusqu'en France à ce moment-là. Tu vois, on sait pas que tu fais tout ça. Et c'est ça qui me permet aussi de pouvoir respirer du rap aussi. Et du coup, comme je fais de travail pour les musiques de films, quand je commence à retravailler sur mes projets à moi, je commence à le travailler d'une manière plus cinématographique. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que je rencontre Duke. C'est là que sort l'album Bogota Paris. Que je reviens avec un album en français. Que je reviens sur la scène française à me faire coucou. Je suis là, les gars. Parce que ça fait longtemps que t'as pas sorti des choses en France. Ça fait au moins 8 ans que j'écris. Ça fait 8 ans que j'écris pas une seule rime en français. Et là, Bogota Paris, tu décides de faire un album en français, en espagnol. Voilà. Comment les sensations, tu les retrouves vite en français? Très, très rapidement. Ça, c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas, tu vois. C'est très rapide. C'est très rapide, donc c'est comme rouler en automatique. Je suis tranquille, je suis à l'aise, ça se sent dans l'album. Donc je refais des tournées ici, je me remets un peu dans le bain, et puis à partir de là, j'ai pas arrêté de faire du ping-pong entre Paris et la Colombie, où je dirais l'Europe et l'Amérique latine. Et on va parler un peu de DJ Duke qui nous a quittés, le regretté. Donc comment tu le rencontres? Comment vous vous retrouvez à bosser ensemble? Apparemment, on s'est rencontrés dans les années 90. Dans les premières parties, il faisait des premières parties de la Clica. Parce que lui, il est de Lyon. Il est de Lyon, donc parfois, dans des dates, il se trouvait là-bas, mais nous, on calculait apps, tu vois, on était des gremlins, on était dans des bails. Et c'est vraiment quand je commence à rencontrer plus Rockin' Squat, à le rencontrer et à rencontrer son équipe, que Duke commence à m'aborder d'une manière plus amicale, moins business, tu vois, plus amicale. Et on commence. Duke, on précise, c'était le DJ d'Assassin. Voilà, exactement. Donc parfois, Rockin' Squat ou Assassin m'invitent à faire des petites dates avec eux. Quand je suis sur Paris, j'y vais, ça me régale. Je suis un grand fan de Assassin. Donc on est là, on fait les trucs, et puis Duke commence à me faire écouter des sons. Parce que moi je le voyais qu'en tant que DJ, mais je savais pas qu'il était producteur. Il me fait écouter des trucs qu'il a fait avec Akhenaton, qu'il a fait avec Kiss Murray, qu'il a fait avec les gars de tous les Américains. Il travaille qu'avec des Américains. Le truc qu'il a fait avec Alchemist. Il est en train de travailler avec Benny the Butcher. Il est en train de travailler avec plein de quinri, tu vois, que je suis dans l'underground. Et je fais oh putain, et j'aime bien son son. Et c'est vraiment quand on est en train de commencer à travailler sur la fameuse tournée qu'il y a eu de l'âge d'or du rap français avec Michel et tout qui a organisé le bordel. Et que là, pendant les trajets, les soirées d'hôtel, les soirées de trucs, entre chaque... je vais voir Duke et dans la chambre d'hôtel, il a son ordinateur, son matos, il commence à me faire écouter des trucs et je commence à enregistrer. Dans la chambre d'hôtel? Ouais, on commence à enregistrer des trucs, on commence je commence à écrire mon premier texte. D'ailleurs, le premier texte de l'album Cimarron, tu sais lequel c'est? Non. Relatif.
350 kilos de feuilles de coke à ma main pour 1 kill de cocaine, dose moule à stricard pour 6 autres qui passent en trop de peine. C'est l'offre et la demande au bled, les gars n'ont plus le temps. Trop de sang versé pour terminer dans le zen. Insultant, gang, bang. Ce morceau-là, je l'écris dans les bus. Incroyable. Pendant la tournée de la tournée, ouais, j'étais dans l'actualité du rap, de ce que je vivais en France. Ouais. C'est à ce moment-là que les 4 keufs, là, ils mettent la matraque dans le cul. Et là, c'est là que je dis 3 flics excités, le 4e en mode John recrue, et une matraque télescopique dans le cul en pleine rue. Merde de France. Un Français sur 5 vote FN. Ici, c'est 65 millions de moutons. God damn. Depuis que je voyage, j'ai vu comment la France nous a bien roulé. Pour chaque rire, c'est 10 larmes que t'as dû laisser couler. Mode vrai que. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que je reprends la pertinence du rap français. Je suis avec tout le monde locaux. Je suis avec tous les gars avec qui j'ai grandi. Je suis avec la clique du ménage à 3. Je suis avec la clique des Passy et du ministère Hammer, secteur A. Je suis dans mon truc. On se retrouve tous entre nous. T'es de retour en France. Je reparle en français. Je suis dans la chat. Duke, qui c'est un vanneur de première. Je reprends un peu la vibe. Je suis avec Daddy parce je suis avec Daddy Lortie aussi. Donc on est là, je suis en famille. Et là, Duke, il m'envoie des productions de malades. À l'époque où il n'y avait pas de boom bap qui était en train de se faire en France. C'était le début de la trappe qui commençait à arriver. Et lui, il me disait, écoute ça, c'est les nouveaux gars qui vont arriver. Je te parle de 2015-2016. Ouais. Ok? Je te parle de cette époque-là. Ouais. 2015-2016. Et lui, il me fait écouter tout l'underground du rap qu'il y avait à ce moment aux États-Unis. Parce que moi, j'étais un peu coupé à ce moment-là du rap des États-Unis. J'étais vraiment en Amérique latine. Là, je vis en Colombie. Je suis dans mes bails de musique de film, dans d'autres délires. Je m'organise dans d'autres trucs, tu vois. Je me mobilise dans d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que Duke, il me fait écouter les Way Saigons, les Nanani, il me dit, regarde, ça c'est comme la Clica, comme à l'époque, mais regarde, ça, avec une fraîcheur actuelle, mais je te parle ça en 2016. Je pense que dans la tournée, les seuls gars qui écoutaient ça, c'était Zoxy et Wham. Et Duke. Il y avait que Zoxy, Duke et Wham qui écoutaient cette musique-là. Personne n'écoutait ça. Ils étaient tous dans les Mill Mick. Mick Mill, j'adore, hein. J'adore la trappe aussi, moi. Attention, j'adore la trappe, j'adore la drill, j'adore tout ça, moi. Mais c'est pas forcément parce que j'aime qu'il faut que je le fasse, tu vois. Et ça peut m'influencer dans d'autres termes, mais pas forcément suivre la tendance. Non, c'est un point de vue. Et donc, j'entends ces trucs-là, et puis, Duke, qui sait que je suis un kicker, que j'écris vite, que je me pose en one shot, que je suis un gars, tu peux m'installer un micro, dans la salle de l'hôtel et j'enregistre direct sur Pro Tools. C'est parti. Et on commence à enregistrer avec Duke. Ok. Les premiers morceaux. C'est comme ça que c'est parti. Ouais, ce morceau-là, après j'enregistre Cimarron. T'as vu, j'étais dans ces délires-là de coke et tout ça, parce que j'étais en Colombie, on était en train de vivre on vit un truc de ouf. Et donc tous mes lyrics commençaient avec des trucs de coke. Tu regardes bien, regarde. Celui-là, il fait 350 kilos de feuilles de coca m'amène pour 1 kill de cocaine. Ça, c'est le punchline du début. Et l'autre, c'était ça pue la coke et le bicarbonate dessous. Les gars veulent faire que du flou. Tous mes punchlines, ils arrivaient avec que des trucs de coke. Mais justement, tu vois, tu parles de coke, de Colombie. Tu sais, le regard que la scène rap d'aujourd'hui a sur la Colombie, sur la cocaïne, notamment avec toutes ces séries qu'il y a sur Pablo Escobar, qui est quand même quelqu'un qui, qu'on le veuille ou non, est quand même... il est montré comme un trophée. C'est une sorte de héros, alors qu'il a un côté très sombre et tout, mais dans le rap, il est très aimé. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens commencent d'ici de France, commencent à aller en Colombie comme, je vais grossir avec un mot comme ça, mais comme un pèlerinage cocaïno Escobar, où tu te dis non, faut que j'aille à Medellín pour marcher sur ses traces ou quoi. Ils font comme les gringos. C'est des gringos. C'est des gringos. Ils vont là-bas s'alimenter de ce que médiatiquement fonctionne pour leur business. Mais ils sont toujours vus comme des gens ridicules. C'est la dernière fois qu'on a eu une discussion comme ça devant un micro à la radio, tu me parlais de l'image de Pablo Escobar, parce que en France on se rend pas bien compte qu'il y a beaucoup de gens en Colombie qui l'ont pas aimé parce qu'il a fait des trucs graves. Et tu me parlais de cet épisode, il y a un reggaetonero qui se retrouve à la télé, invité, et qui vient avec un t-shirt de Pablo Escobar et qui reçoit un coup de fil d'un politique du maire de Medellín qui lui dit on annule votre concert.
Et ils ont annulé son concert. Voilà, parce qu'il avait un t-shirt de Pablo Escobar. Donc bien comprendre, faire comprendre, parce que nous on a un auditoire francophone, que c'est pas un truc super glorifiant non plus. Non, pas du tout. Et en Colombie, toutes nos familles ont vécu, toutes nos familles. Il n'y a pas une seule famille que je connaisse en Colombie qui n'a pas eu des drames ou des morts de proches, d'oncles ou de cousins ou des gens de sa famille, quoi, qui soient morts à cause de la violence qu'engendre tout ce marché. Ouais. Mais il faut comprendre aussi que c'est ce que je dis. Je le dis tout dans mes textes. Ouais. C'est l'offre et la demande. Au bled, les gars n'ont plus le temps. Ouais. Trop de sang versé pour terminer dans le zen. Insultant. C'est insultant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est indignant pour nous. Mais c'est aussi le problème du marché actuel dans le monde. Ouais. Si les grosses banques, les gros manipulateurs de l'économie mondiale fournissaient des meilleurs prix pour les paysans ou pour les produits agricoles ou les produits que la Colombie peut exporter à très bon prix et faire fortune avec, parce que on a énormément de minéraux aussi, on a énormément de valeurs de tout, au niveau des fruits, au niveau des minéraux, au niveau des richesses, on a du pétrole, on a de tout en Colombie. Ouais. Mais un gallon de pétrole ne vaut pas les 27 000 € que valent un kilo de cocaïne dans le marché en Europe. Donc il faut à un moment donné, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand cette guerre-là, elle ne vient pas parce que on vient balancer des trucs comme ça. C'est un truc qui est beaucoup plus délicat, beaucoup plus humain et beaucoup plus social que ce que ça en a l'air, et politique. C'est qu'il faut savoir que les grands consommateurs de ce produit-là se trouvent ici. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je sais pas comment dire, si t'es en train de crever la faim dans ton pays, et avec tous les problèmes qu'il y a des gens qui sont en train de te dire, écoute, Pedro, je m'en bats les coups de ton café, produis-moi ça, je te paierai 10 fois plus. Tu vas le faire. Bah, il va le faire. Bien sûr. Donc, à un moment donné, c'est un truc hypocrite qu'il y a, tu vois. La Colombie, c'est le 80% de ce produit-là vient de chez nous, mais c'est parce que le 80% de la population dans le monde le consomme. Bien sûr. Et si elle le consomme, c'est pas par des moulasses qui arrivent avec 1 kilo dans le bide. Je suis en train de te parler de tonnes. De tonnes qui s'en vont tous les jours. Faut bien les transporter. Des tonnes qui s'en vont tous les jours. Faut bien qu'on ouvre les portes. De bateaux diplomatiques ou d'avions diplomatiques qui arrivent dans les grands ports des grandes villes des États-Unis, d'Afrique, d'Europe, de la Méditerranée, d'Asie. Et ça, c'est pas des trucs avec des mecs de cité qui font ça. C'est des trucs qui sont haut placés. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie autour de cette industrie et de ce marché, tu vois, qui est un marché de la mort. Parce que les mêmes interdictions qui permettent de stabiliser un peu, disons, l'entrée ou la sortie de ce produit et de l'argent qui sort de là-dedans, forcément, ça... Tu sais ce que c'est, je sais pas moi, 5 millions ou 6 millions de dollars, ou 10 millions, ou 20 millions, ou 30 millions de dollars en billets de sang, ça rentre pas dans cette pièce. C'est clair. Non, c'est clair. Donc, à un moment donné, ça peut pas passer par une valise diplomatique. C'est obligé de passer par d'autres jazz. Donc, moi, je dis aussi, c'est toute cette hypocrisie-là, tu vois, qui tourne autour. Maintenant, le côté, pour revenir à un terme rapologique, le côté gangster qu'il y a dans le rap, d'aimer la street et tout ça, ça a toujours existé. Bien sûr. Parce que le hip-hop fait partie de la street et la street s'alimente des anti-héros. La street s'alimente des anti-héros. Des anti-héros qu'il y a dans les films, des anti-héros qu'il y a dans la vie réelle, qu'il peut y avoir dans la mafia italienne, qu'il peut y avoir dans la mafia sicilienne, qu'il peut y avoir dans la mafia colombienne. Tu comprends ce que je veux dire? Et aujourd'hui dans la mafia mexicaine. Bien sûr. Tu vois, donc c'est des clichés qui vont toujours alimenter la pensée de la rue, parce que la street, elle vit aussi du marché noir, de ce qu'elle peut trouver, de ce qu'elle fait, tu vois. Mais c'est pas eux les numéros 1. Bien sûr. Mais c'est normal qu'il y a toujours eu dans le rap, depuis que le rap existe. KRS-One a utilisé des termes très forts aussi dans ses albums avec BDP, Public Enemy aussi. Ça a toujours été une référence, tu vois. Maintenant, vouloir, comme je te dis, tu vois, une chose c'est mentionner et une autre chose c'est s'inventer un personnage. Tu vois, c'est s'inventer un personnage avec toute des idéaux mafieux. Si c'est faux, c'est faux.
Et on a un souci dans le rap. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est vu différemment, mais il y a le moment où tu parles à la première personne, où tu dis « je ». C'est pour ça, je représente, nous représentons. C'est ce que je dis dans les jeunes de l'univers. Quand tu dis « je », bah oui, on croit ce que tu dis, bah oui. donc c'est censé être vrai. Et le jour où on se rend compte que c'est pas vrai, on te regarde bizarrement. Bah, aujourd'hui, on est très différent parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde du paraître. Ouais. Il y a des générations qui sont comme ça. Après, ça va exploser. Cette génération aussi a existé il y a peut-être 50 ans ou 60 ans avant. C'est des cycles. C'est des cycles qui se répètent. Mais maintenant, on est vraiment dans l'ère du digital, du paraître. Ouais. On peut s'asseoir à côté d'une voiture qui n'est pas la tienne et tu fais une photo avec une voiture qui n'est pas la tienne. Ouais. On a tous fait ça. Ouais. Mais poussé à un haut niveau, ce marketing mensonger construit une carrière. Ouais. Aujourd'hui, on construit une carrière avec un patrimoine étranger, un patrimoine mensonger, pardon. Ouais. Un patrimoine mensonger. C'est que des mensonges. Ouais. C'est que du paraître. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que du paraître. Donc, moi, j'ai l'impression que ça marche bien quand on est dans les pays riches comme la France. Quand je dis riche, ça veut dire que c'est des pays protégés. Ouais. Où il y a des... c'est protégé. Parce que, par exemple, en Amérique latine, tu peux pas faire ça ni au Mexique, ni en Colombie, ni dans des endroits comme ça, tu vois. Si tu l'es, tu l'es. Ouais. Et le meilleur général, le gars qui est, il le dit pas qu'il l'est. Bah oui. Il veut pas attirer. Et il veut surtout pas. Tu comprends? Donc, c'est là que je te dis, c'est l'être et le paraître. C'est très différent. Ici, j'ai l'impression que même le rap américain, c'est devenu très dans le paraître. Tu vois, bien sûr. C'est très dans le paraître. Et ici, depuis la libération à la Deuxième Guerre mondiale par les Américains, des Français, les Français ont adopté beaucoup de critères américains, nord-américains, dans la culture, dans la manière de parler, dans la manière de vouloir concevoir aussi leur économie et de concevoir leurs idéaux, avec le rêve américain. Il y a des artistes ici qui vivent pas en France et qui vivent aux États-Unis, et Johnny Hallyday aussi l'a fait. Ouais. Il a vendu, il y a quelque chose en nous de Tennessee. Qu'est-ce qu'il a de Tennessee, lui? Tu comprends? Mais il a vendu une image poétique, mystérieuse d'une Amérique qui n'existe pas du tout dans la vie réelle, mais qui existe dans l'inconscient commercial ou l'inconscient français. Ce que j'allais dire. Et c'est ce qui se passe un peu dans le rap américain. Dans le rap français, je veux dire. Dans le rap français, il y a ce truc-là. Il suffit qu'un rappeur français fait un pomme C, pomme V de ce qu'a fait Johnny Hallyday, mais le remette à la sauce rap. Et c'est la même chose. Tu vois, il y a quelque chose en nous de Tennessee se transforme en autre chose. Quelque chose de Bronx en nous. Ouais, quelque chose de Miami en nous. Et donc, du coup, il y a... Et on peut créer ça, tu vois, on peut créer ça. C'est une intelligence de marketing. Tu vois, c'est une intelligence de marketing. C'est des choses que moi, dans mes valeurs à moi, je ne fais pas. Mais à l'heure de remplir le frigo dans ce monde tellement difficile et tellement compliqué, on est qui à la fin, nous, pour décider ou pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Moi, j'ai dit toujours, il y a un truc, une valeur qui est sûre, c'est le pouvoir destructeur du temps. Le temps, il n'épargne personne. Rien, ni une plante, ni le monde, ni une étoile, ni un homme, et ni les œuvres que laissent les hommes. Donc, à un moment donné, il faut laisser le temps au temps. Et ce qui sera futile, innécessaire, disparaîtra complètement du temps. Par exemple, nous, on a des grands empires aztèques ou mayas ou des grands empires égyptiens ou africains ou romains ou grecs. On a quelques parcelles que le temps a réussi à figer dans les choses qu'on a trouvées. Je pense que l'art actuel, ça sera la même chose. Dans 100, 300 ans, on verra qu'est-ce qui sera encore conséquent, qu'est-ce qui apportera encore quelque chose, une valeur sûre aux générations qui viennent. Et il y a des choses qui vont être comme le chewing-gum. Dès que ça va partir le goût, tu vas le mettre sur la table et sous la table, et après il y aura plus rien. Le chewing-gum il sera disparu, tu vois. Donc je pense que dans l'art il y a ça, il y a le chewing-gum, et il y a ce qui reste vraiment, qui est avec des fortes racines. Toi, tu bosses pour faire des choses qui restent. Conçu pour durer, je l'ai dit. C'est moi qui avais trouvé le nom d'ailleurs. Donc moi j'ai toujours eu ce concept-là de me dire, parce que je viens d'une famille d'artistes. Donc mes parents sont peintres, et donc mes parents ils peignent pour remplir leur frigo, obligatoirement, s'ils aiment, s'ils arrivent à vendre. Mais c'est surtout pour la prospérité. C'est-à-dire, c'est
pour que plus tard, ça soit une référence à des plus jeunes qui arrivent et qui disent « Ah, donc, ce monsieur-là travaillait comme ça la gravure. Ah, il travaillait comme ça, ça. » Tu comprends? Je pense que l'art, à un moment donné, même si on fait pas ça, en vérité, pour la prospérité, mais une œuvre d'art, qu'elle soit lyrique, qu'elle soit écrite, qu'elle soit musicale, qu'elle soit cinématographique, ou qu'elle soit chorégraphique, aujourd'hui, faut qu'elle reste dans le temps. L'art, faut que ça reste dans le temps. C'est le seul truc que le pouvoir destructeur du temps arrive à épargner par la justesse de l'artiste à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de choses qui ont marché il y a 100 ans ou 200 ans, ou même aujourd'hui, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, qui ont fait un hit, un boom, et ils ont fait fortune. Et aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus des références. Parce qu'on s'aperçoit de l'arnaque, on s'aperçoit du... C'est pas de la musique durable. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose de faux. Et moi, je dis toujours, dans l'art, il faut s'approcher de la vérité. La vérité palpable. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et je pense que... On verra, hein. Je le dis dans un de mes raps. Si j'étais dans le vrai, seul le temps le dira. On peut rien savoir de ça, on verra. Pour le moment, j'ai eu assez de chance. Je rappe encore mes morceaux d'il y a 30 ans. Il y a beaucoup de rappeurs de ma génération qui peuvent pas rapper leurs textes d'il y a 30 ans parce que ça a pris un coup de vieux. C'est-à-dire que c'était peut-être bon à l'époque, mais parce qu'il y avait encore un peu de goût. Mais c'est comme le chewing-gum, dès que ça perd son goût, ça se jette comme une clope. Et puis il y a aussi le truc d'assumer ses paroles quand t'as 20 ans. Tu vois pourquoi Daddy Yankee se retire? Tout ça. À un moment, il a 40, il a mon âge. Tu crois qu'à 50 ans, il va chanter cool. Ben non, il a déjà des enfants, il a déjà des... Il veut plus rapper ces conneries-là. C'est pour ça que c'est important. Il faut pouvoir assumer. Tu vois, Frank Sinatra a chanté toute sa vie ses chansons. Ray Charles, James Brown, même s'il faisait popcorn. Moi, je peux pas tout. Mais la rythmique et le truc, c'est valable. C'est de la musique, tu comprends ce que je veux dire? C'est la musique, elle est forte, elle est palpable, elle est intense, elle est intemporelle. Je pense qu'à un moment donné, quand tu dis des conneries, il faut savoir les assumer. Moi j'ai toujours dit ça parce que j'étais entouré de vrais OG autour de moi. Et jusqu'à l'heure actuelle, je suis entouré de vrais OG. En Colombie, en France, où tu veux. Donc ils te parlent et te disent des choses. C'est toujours des vrais OG. Il y a toujours un vrai... 2, 3, 4 mecs de vrais gars de mecs de l'ombre qui passent à mon studio, qui écoutent ce que je dis, qui valident un peu mon truc aussi, qui me donnent un avis très net de ce qu'ils pensent, et cette validation permet aussi de toujours rester dans un contraste de la vérité assez proche d'elle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est important, ça. C'est clair. Tu vois? Moi, j'aimerais... C'est comme quand t'insultes quelqu'un, après tu t'en repentis. Non, j'aurais pas dû te dire comme ça, tu vois. T'as vu, même moi, je m'en suis repenti d'avoir insulté Laurent Bounot. Tu vois, pas pour lui, parce que c'est parce que sa mère, en vérité, c'était pas une pute. Non, c'était l'attitude de lui, mais pas sa mère. Sa mère, elle y était pour rien. Sa pauvre daronne, elle n'était pour rien. Mais c'est ce que je veux te dire, tu vois, c'est des mots qu'on dit parfois, et ces mots-là, si tu les dis déjà dans une discussion verbale, tu peux blesser quelqu'un, mais alors si tu les laisses en écrit... c'est chaud, ça reste toute ta vie. C'est toute ta vie. Mais quand même, tu peux faire des erreurs. Ce que je veux dire, t'es jeune, tu peux dire des conneries à 20 ans, et voilà, peut-être plus les assumer à 30 ou à 40 ans, mais quand même se dire, ok, mais j'étais jeune. Tu vois ce que je veux dire? On a tous fait des conneries. On a tous dit des conneries. Donc... Moi, je jette pas non plus la pierre. Je peux comprendre qu'à 50 ans, t'as plus envie de rapper ton truc. Michael Find, il le rappe encore. Écoute Chuck D. Non, après, il y a des... Chihuahua de Canal Zero, il le rappe toujours. Il y a des gens qui peuvent assumer toute leur carrière. Et ça, c'est beau. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais après, ceux qui ont dit des conneries à 20 ans et qui, à 50 ans, ne les assument plus, c'est humain aussi, tu vois. C'est l'évolution. C'est bien qu'ils s'en aperçoivent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je dis, le pouvoir destructeur du temps. Ça, et moi, j'ai toujours eu ça en conscience. Toujours eu ça en conscience. C'est-à-dire que quand j'écris un truc, quand j'essaie de rapper un truc, j'essaie de faire le mieux possible à ce moment-là. Parce que ça doit cristalliser à un moment donné de ma vie, à un moment donné de ma réflexion, et ça doit refléter ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de ressentir dans le monde. Ça doit être un témoignage. Et quand tu fais un témoignage, il faut qu'il soit le plus près de la réalité, sinon tu es en train de faire de l'intox. Tu réécoutes tes albums des fois? Les anciens? Pour apprendre mes textes. Par exemple, là, je vais faire le concert le 6 avril. Là, à la place. J'ai intérêt à m'apprendre des textes parce que je suis en train de rapper des textes que j'ai pas rappé depuis 30 ans. Voilà. Et qu'on me les a demandés.
Mais du coup... Je suis en train de les re-apprendre. Pour les re-apprendre, il faut que je les écoute comment je les ai rappés. Et du coup, quand tu les écoutes, ça te replonge dans l'époque où tu les as écrites. Ouais, bien sûr. T'as des images qui reviennent, ouais, des flashs et tout. Bien sûr, bien sûr, complètement. Ok. Complètement. Par exemple, là, j'étais en train de re-rapper le texte qui est difficile à rapper, putain. Parce que c'était... mes flows, ils ont évolué. Ils s'installent avec le temps, s'installe mieux, tu vois. Uh-huh. Par exemple, aujourd'hui, mon flow, il est plus aérien. Ouais. Je peux aussi bien accélérer, mais je peux faire des pauses. Avant, il n'y avait pas de pause. Regarde. Oh, oui. Hold up, braquage, viol, casse, dépouille, les magouilles se développent, les vies sont comme des microbes que l'on chope, la clope au bec, fly, jacket, basket avec un flingue en main, un jeune braque pour du cash qui n'aura plus de main, crash, métamorphose de nous. Ça arrête pas de kicker. Il n'y a jamais de place. Il n'y a pas de place. Et à l'époque, on l'envoyait tout le temps. Donc là, je me dis, tu vois, par exemple, quand je réanalyse ce genre de flow, je fais, là, tu vois, j'ai mis trop de mots. Ouais. Il y a trop de mots. J'aurais pu dire la même chose avec moins de mots. Mais ça collait à une époque. On voulait aussi pour le show voir un mec qui fait... Mais tu vois, aujourd'hui, je dis, font moins de mots. Ouais. Oh, pour dire la même chose. Et d'ailleurs, là, en ce moment, quand je les re-rappe, il y a un ou deux mots que je retire parfois. Ok, tu peux te le permettre. Je me peux le permettre. Et tu perds pas le sens. Et je perds pas le sens du truc parce que je dis, là, c'est un peu trop long. Ouais. Tu vois ? Ouais. Non, c'est un peu trop long. Ça sert à rien de dire tous ces trucs-là pour... Non, je peux dire 2 et un peu. Ouais. Tu vois ? Ok. Très bien. Donc voilà, je pense que mais ça, j'aime bien ce que quand je le relis, il y a des trucs que je trouve qui sont totalement vrais et qui sont encore valables. Ouais. Tu vois. Et ça c'est cool, c'est pour je ça. vis dans les rêves de mes parents je vis dans les ruines des rêves que mes parents m'ont laissés. La loi du blé l'emporte et aujourd'hui les jeunes n'attendent plus, ils veulent du cash. La vie est vache, celui qui baisse les bras est lâche, sache. La vie est un vrai film d'action, garçon. Surveille tes arrières, fais attention. La rue n'est qu'un long fleuve parsemé d'hameçons où chaque courant te mène à changer de direction. C'est valable aujourd'hui. T'écoutes ça, un mec qui peut te rapper ça sur de la trappe ou de la drill. C'est exactement le même message, ça bouge pas d'un poil. C'est clair. C'est pour ça que je le re-rappe aujourd'hui. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des textes que je les re-rappe parce que je reviens dessus par la demande du public. Okay. Et je dis, c'est pas con ce que je dis. C'est pas con ce que je l'avais dit à l'époque, c'est vrai, c'était ça. Très bien. En parlant de concert, j'aimerais qu'on parle de ce moment où vous avez fait une réunion, la Clica. On a fait plusieurs. Ouais. Il y a eu plusieurs réunions. Il y en a une à Lyon, il y en a une autre à Paris. Voilà. Ça a commencé à Lyon d'abord, la première. Ouais, la première c'est à Lyon. Qui a connecté qui ? Comment ça s'est fait ? Je me rappelle plus du tout. Toi, on t'a appelé ? Ouais, on m'a appelé, on m'a dit Roca, ça te botte. T'avais pas vu les autres depuis des années ? Des années. Ça te fera il y a eu Guégué. Le seul qui n'est jamais revenu, c'est Raphaël. Ouais. C'est le mystère. Ne me demande pas pourquoi. C'est le mystère. Moi-même, quand je l'ai rencontré, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Tu l'as recroisé comme ? Ouais, avant justement de faire la tournée L'Âge d'Or, il y a eu une réunion et on a eu l'occasion de pouvoir monter sur scène Daddy, Kondo, Wham et Raphaël. Et Raphaël n'a pas voulu. Pourtant, il était là à la soirée. Ah, j'étais là ce jour-là. Il n'a pas voulu monter. Il est monté en solo. Il n'a pas voulu monter avec nous. Ok. Bon, c'est fou. Mais pour le concert de Lyon, vous avez fait des répétitions, tout ça. Ouais. Comment ça a fait de se revoir un peu comme ça c'était... Il y avait de tout. Il y avait de l'amour à la haine. Ah ouais. C'était tu ressentais tout ça en même temps. Il y avait tout. Il y avait des jours où ça pouvait vanner, rigoler, on s'embrassait, et puis des autres jours où ça partait en vrille. Ah merde. C'était... Et la Clica, c'est là que après les vieux souvenirs reviennent, fait ça y est, je me rappelle pourquoi avec lui je m'entendais plus trop à la fin. Ok. Mais non, mais en général ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. Ok. Franchement, c'est des bons souvenirs. C'est que des bons souvenirs. Et à la date parisienne, à l'Élysée-Montmartre, pareil. Pareil, que des bons souvenirs. Voilà. Mais moi, à ce moment-là, je me disais, putain, ils vont peut-être refaire un projet et tout, retourner en studio, et c'est jamais arrivé. Non, par contre, j'ai réinvité Daddy Lorty dans l'album Bogota Paris, parce que je tiens mes promesses. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu faire un clip avec Daddy, qu'on n'a jamais pu avoir un clip avec Daddy. Jamais. La Squadra, c'était légendaire pour moi. Et quand j'ai fait Bogota Paris, j'ai dit, c'est quoi mes deux crews ? La Clica, enfin la Squadra avant la Clica, et Tres Coronas. Si tu regardes bien Bogota Paris, il y a un morceau avec Tres Coronas, et j'ai dit, je vais faire un morceau avec Daddy. Et je vais le clipper. Voilà. Cette fois. On va le clipper parce que j'ai aucun clip avec Daddy. C'est vrai. Et tu vois, je l'ai fait. Et franchement, je l'ai fait par rapport à ce que je me suis toujours dit que j'allais faire. Et aussi par respect
à cette époque, par respect à Daddy, par respect à tout ça, à tout ce qu'on a vécu, à notre amitié, à ce qu'on a vécu. Même si après, on va plus faire de morceaux ensemble, mais je me devais d'avoir un truc visuel aujourd'hui dans l'ère digitale où on voit qui c'est Daddy et Roca et comment ils rappent les gars. Voilà. C'était important pour moi. Extrêmement important. Très bien. Quand j'écoute Cimarron, il y a un truc quand même qui me vient à l'esprit, c'est que il y a une espèce de scission en France, dans le rap français, où il y a les anciens, il y a les jeunes, certains anciens qui disent le rap c'était mieux avant, certains jeunes qui disent ce qui s'est passé avant, nous on en a rien à foutre. Et c'est pour ça qu'ils rappent aussi mal. Ouais. Non mais il y a dans les deux clans entre guillemets. Les deux extrêmes sont mauvais. Exactement. Les deux extrêmes sont mauvais. Et toi, je trouve que t'es ce genre de mec qui était là avant et qui veut en découdre rapologiquement avec des jeunes bons rappeurs qui sont là aujourd'hui. Ça veut dire, je sens que t'as toujours envie de rapper avec des jeunes, te mesurer à des jeunes. C'est pas me mesurer, c'est que chaque génération ramène une fraîcheur. Moi, j'ai ma fraîcheur. Ouais. Et ce qui m'a maintenu frais, c'est aussi toujours me poser des questions et de changer de continent et de vivre des vies complètement différentes. Ce qui fait que je me maintiens pas dans un moule. Ouais. Et je suis toujours en évolution. Mais quand j'arrive en France, je sens plus de fraîcheur chez un jeune qu'un mec de ma génération. Ouais. Donc quand moi j'arrive en France et je vois un gars comme Benjamin Epps ou Tedax Max qui sont invités sur mon album, c'est à eux que je pensais. Je me dis, mais c'est ils kick chambé ces mecs-là. Et moi je suis un kicker. Un kicker, il faut qu'il kick avec un gars qui soit à sa hauteur, sinon c'est pas bon. Ça devient plus intéressant. Les anciens de ma génération, rares sont ceux qui kickent bien. Ils ont perdu le truc parce qu'ils s'entraînent plus, ils sont plus dans le coup, ils ont pris d'autres chemins. Ouais. C'est normal, c'est la vie. Mais moi, je suis en plein dedans, tu vois. Ok. Je sors des albums de Tres Coronas tout le temps, je suis à l'affût de tout. Je suis en train de... Même si je suis une référence là-bas, et une référence aussi ici dans le rap, c'est les gens, c'est ce qu'ils disent, les gens. Ouais. Une référence, faut justement qu'il ait sa référence. La référence, elle doit toujours être active à quelque chose. Quand t'entends, par exemple, les West Side Guns qui rappent avec des Kool G Rap, et tu vois, Kool G Rap n'a rien perdu du tout. C'est beau, ça. Tu vois, ou quand t'entends, des mecs plus jeunes, plus de ma génération, des Lil Wayne, à rapper sur c'est ça qui est intéressant, ou des Busta Rhymes. Bien sûr. Tu vois, c'est là que c'est intéressant. Et moi, quand j'étais en train de faire la main avec Duke, il m'a présenté d'abord Souffrance, et c'est lui qui m'a remis dans le bain un peu des trucs. Il m'a dit, écoute, ces mecs-là, c'est les gars de la nouvelle génération du rap, qui ont le style de mentalité que toi tu as, qui peuvent avoir une école similaire à la tienne mais différente, et ils ont un truc ils savent rapper. Roca rappe que avec des mecs qui savent rapper, pas avec des mecs qui font des chiffres. Souvent dans l'industrie, les mecs qui font des chiffres, c'est pas forcément les meilleurs qui rappent. Bien sûr. C'est les plus faibles qui sont mis en avant. C'est toujours les plus faibles qui sont mis en avant. Toi, un mec comme Tedax Max ou un mec comme Benjamin Epps, tu les connais pas personnellement. À ce moment-là, non. Ouais. Comment tu rentres en contact avec eux? Benjamin, je rentre en contact avec... avant qu'Armen même me drive avec lui, je me rappelle plus qui c'est qui m'en parle. Je me rappelle plus qui c'est qui m'en parle de Benjamin. J'ai plus en tête qui c'est qui m'en parle. Et alors, c'est avant qu'il ait le boom, tu vois. Il était vraiment... Je crois qu'il faisait des clips à 2000, 3000 views. Ok. Et moi, je l'entends et je fais... Lui, c'est rappé. On s'en fout des vues. Moi, je regarde jamais les views. Surtout quand tu sais qu'elles sont achetées. Je regarde jamais les views. Encore moins, je regarde les views. Donc, j'écoute le gars, je fais... Il kick de ouf. Et je lui envoie un Instagram. Yo, ça va, c'est Roca, papa. Le mec, il croyait même pas que c'était Wham. Et il me fait passer ses frères du Gabon qui rappaient. Et je fais une téléconférence avec eux au téléphone. Et je parle avec la famille du Gabon. Oh, ça va, Roca. Et il me raconte l'histoire du rap gabonais avec le rap français et tout. Et puis voilà, on fait le morceau avec lui. Avant même qu'il fasse tous les autres morceaux qu'il a fait, ce morceau-là, on l'a enregistré il y a 3 ans. Ok. Ouais. Il n'avait pas encore eu ce morceau-là, on l'a enregistré il y a 3 ans. Ok. Il y a 3 ans. Et Tedax Max, c'est par rapport à des potes à moi à Lyon qui m'ont fait écouter des gars. Il est bon, lui aussi. Ouais, et ils m'ont dit, tiens, écoute, ce mec-là, il s'est rappé. J'ai écouté ses projets. Pareil, c'est un mec qui a pas beaucoup de views, mais qui kick de ouf. Tu mets n'importe quelle tête d'affiche en ce moment, soi-disant tête d'affiche
à côté de ces MC-là et ils en font de la merde. Quand je dis ils en font de la merde, c'est ils en font une bouillabaisse. Ils te le réduisent à néant, ils te le pulvérisent, ils te le ridiculisent. Il est sur n'importe quel style de beat. Ok. En tout cas, moi, c'est 2 artistes que je suivais déjà. Bah ouais, c'est des gars qui... Je les trouve super forts. Et moi, je trouve qu'un MC, il faut qu'il soit avec des pulvérisateurs. Ouais, non, c'est pour ça que je dis... Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je voulais mettre la lumière sur ça. C'est bien de dire cette phrase-là, mais tu peux aussi te dire, bon, j'y vais pas, parce que je vais me faire fumer par le jeune. Mais pourquoi je vais me faire fumer? Ouais, non, mais toi, t'as pas cette mentalité-là. Tu muscles déjà ton jeu, t'es sûr de ton jeu, et tu rentres sur le terrain. Le jour où je me sentirai plus en forme pour Tal, j'irai même pas sur scène. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Je suis un gars qui pratique son rap, j'écris rapidement, je me pose très rapidement. J'ai 5 albums en main, là, je sors Cimarron, j'en ai 5 autres qui sont derrière, terminés. Déjà prêt? Ah oui, fini. J'ai 2 albums de Tres Coronas qui sont terminés, un qu'on vient de masteriser il y a une semaine, on a terminé tout le mastering, qui sort là pour le mois de mai. J'ai l'album Cimarron qui sort en espagnol, avec des featurines chamées latinos. C'est pas les mêmes featurines, c'est des featurines de la nouvelle génération du rap latinos. Donc là, c'est 4 albums. Non, 2 albums de Tres Coronas. J'ai 2 albums en solo, en dehors de Cimarron espagnol. Un album que je suis en train de faire avec... 2 albums que je suis en train de terminer avec Kyo Itachi. Ils sont terminés à leur 90%. Et un album que je suis en train de faire en ce moment avec... qu'on est en train de commencer à élaborer le truc avec Just Music Blaze là. Just Music Beat. Just Music Beat avec Chris et tous ces gars-là. Très fort. Donc, mais tu vois, est-ce que c'est pas la période où tu rappes le plus en fait? Là, comme tu me dis, j'ai l'impression que t'as jamais été aussi prolifique dans ta carrière qu'en ce moment. Non, jamais. T'aimes vraiment ça? Pendant l'époque de confinement. Le confinement. L'époque du confinement, je me suis enfermé en studio. En Colombie. Et j'ai pas arrêté d'enregistrer, c'était ma thérapie. Et j'ai pas arrêté surtout de tester des trucs différents. Par exemple, j'étais pas du tout dans le boom bap. J'étais plus dans le boom bap depuis longtemps. J'étais plus dans des beats afro, dans des beats créoles, dans des beats drill, dans des morceaux de trap, que j'ai sorti de la trap et de la drill beaucoup, avant que ça soit connu ici. J'ai fait beaucoup de trucs comme ça, mais à un moment donné, je suis revenu à revisiter le boom bap. Quand j'ai compris la mécanique de la drill et de la trap, ça tourne vite fait en rond, même dans le flow. On peut faire beaucoup de choses, mais le boom bap, c'est comme je te dis, c'est comme quand tu vas sortir à la fin, t'as un gala, tu sais pas quoi tu vas mettre, tu vas sortir le bon vieux smoking de tout le temps. Voilà, celui ça meurt pas. Qui passe partout, James quoi Bond qu'il arrive. le porte depuis les années 60. Et on dit qu'il est toujours classe. Et il est toujours classe. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui sont inébranlables. C'est comme je te dis que le temps ne peut pas détruire. Ça bouge pas. Le boom bap, c'est un truc qui se revisite toujours. T'écoutes les prochains albums qui sortent de rap américain en ce moment, qui sont au top numéro 1. Il y a du boom bap. Bien sûr. C'est du boom bap revisité, mais c'est du boom bap. On revient sur le truc. On revient toujours. On revient toujours à la base. Donc, ces dernières années, je me suis enfermé en studio à travailler et ça se sent quand t'entends mes albums. Tu sens que c'est pas simplement un MC qui est en train de kicker sur une instru. Tu sens qu'il y a vraiment un apport musical, d'arrangement, de concept, de recherche musicale, une recherche esthétique dans la musique. Et Cimarron, là, le dernier album en date, c'est DJ Duke qui a fait toutes les productions. Duke et Wham. Ensemble. C'est l'union des 2 producteurs. Ensemble. Duke, il faut savoir qu'à ce moment-là, Duke, il était à fond dans le Brésil. Donc, il découvrait les favelas, il découvrait le funk de là-bas, ce qui s'écoute dans le ghetto là-bas, plus le reggaeton, plus toutes les influences qu'il y a, mais surtout les rythmes autochtones. C'est ça surtout qui est le plus intéressant. C'est pas forcément les rythmes commerciaux, mais les rythmes autochtones. Donc, il commence à rentrer sur d'autres styles de rythmique, tu comprends? Et c'est à ce moment-là que je peux arriver avec des... D'autres séquences rythmiques, du ternaire, du 6/8, pas des trucs binaires. Donc, je commence à venir, moi, avec ma MPC, avec des rythmiques de taré. J'élabore des trucs qui sont... J'ai déjà fait tout ce que je veux en boom bap. Donc là, j'ai besoin de développer d'autres trucs. Pas après, j'ai besoin de faire d'autres trucs pour que mon flow il évolue. Sinon, je suis tout le temps dans le même truc. C'est le même... Donc, je commence à lui envoyer des rythmiques. Que des rythmiques. Mais comme tu as pu faire là, avec le verre devant le micro, tu peux lui envoyer un WhatsApp comme ça.
Ouais, mais là j'établis des rythmiques avec même PC, vraiment bien monté avec les kicks qu'il faut, les snares qu'il faut, la recherche musicale que je suis en train de travailler. Je lui envoie les rythmiques. Ouais, je lui envoie les rythmiques, je fais qu'est-ce que t'en penses de ces rythmiques? J'envoie une flopée de rythmiques. Ouais. Et lui, sur mes rythmiques, il commence, par exemple, je te donne un exemple, le morceau Esclave moderne, par exemple. Ouais. T'as vu, il commence avec des bata. Les bata, c'est un instrument religieux yoruba qui ont ramené les esclaves, les hommes esclavisés du Nigeria, qui l'ont ramené à Cuba et dans la Caraïbe. C'est des bata. C'est les mêmes bata qu'il y a au Niger, mais retravaillés d'une autre manière. Ok. Par exemple, moi qui suis religieux, donc j'écoute beaucoup de musique religieuse, beaucoup de musique religieuse. Et la musique religieuse yoruba, en Amérique latine en tout cas, c'est les bata. Ok. Et donc moi j'écoute beaucoup de bata. Je sens que le bata, c'est 3 instruments qui ont 2 notes. Et donc le majeur s'appelle le iya. Et le iya, il est lourd, boum, comme une grosse caisse, comme une sub bass. Ok. Quand j'entends ça, je dis putain, je vais faire toutes mes kicks avec ça maintenant. C'est fini les kicks de soul ou Terre 808 que tout le monde a. Je vais prendre des. Donc je commence à me faire une. Et rappelle-toi, je faisais de la musique de film en ce moment. Ok. Donc quand je faisais de la musique de film, j'ai des studios à l'œil. Donc je m'enferme dans les studios et j'enregistre toutes sortes de percussions. Ok. Toutes sortes de percussions rythmiques. Parce que moi je commence toujours par la rythmique. Ouais. Donc je me fais une banque de sons unique. Voilà. D'ailleurs, si tu entends bien les sons qu'il y a dans l'album Cimarron, écoute bien toutes les percussions mineures et tout, c'est des sons inédits. Ouais. C'est des sons que tu dis, oh, c'est bizarre. Ça, ailleurs. Ouais, c'est pas. T'as pas récupéré les caisses des autres beatmakers de rap. C'est des sons que moi-même, je commence à me faire moi, dans ma banque de sons pour mes films. Ok. Donc, par rapport à ça, je commence à refaire des instrus complètement différentes. Et j'envoie ça à Duke. Duke les écoute. Il met plusieurs mois à me répondre parfois. Il m'envoie d'autres trucs, mais moi, j'insiste toujours pour qu'il aille vers là où je l'envoie. Ouais. Et tout à coup, boum, il m'envoie. Par exemple, un morceau, il m'envoie les arrangements qu'il a fait sur le morceau, sur le beat que je lui envoie de Esclave moderne. Ok. Je savais pas du tout ce qu'il allait faire. Je pensais qu'il allait faire un truc plus dansant, vu que c'était pour une rythmique très dansante. Moi, j'entends les rythmiques, je danse. Si je danse pas, je fais pas de rythmique. Ok. Et il me met des orgues, des trucs dark. Ouais. Alors que moi, je pensais plutôt à un truc joyeux. Ouais. Non, il met des trucs dark et donc coup, ailleurs. Il m'amène ailleurs et donc je fais putain, mes rythmiques avec ce truc dark, ça prend une connotation plus hardcore encore. Ouais. Et c'est là que je commence à écrire esclave moderne attaché à des chaînes mentales en guise de fer rouge, code barre empreinte digitale. Le fouet du majordome se remplace par l'impôt et le fisc. Et les chiens qui poursuivent ta fuite s'appellent désormais flics. Je commence à faire des punchlines d'enculé. Duke, qui comprend le français, me pousse à rapper mieux en français. Ouais. Parce que moi, je rappe que en espagnol. À ce moment-là. Donc j'ai personne qui peut me driver en français. Ouais. Personne. Et Duke, c'est le mec qui a le pied entre le rap français et ce que je suis en train de faire en Amérique latine. Il me dit, Roca, t'es considéré comme je te dis ce qu'il me dit lui, là. Ouais. T'es considéré comme une des meilleures plumes du rap français. Tu peux pas te permettre d'arriver avec des rimes de merde. Avec des trucs d'ego trip, des trucs à 2 balles. Faut que t'arrives avec des paroles, mais de ouf. Et c'est là que je commence à retravailler mon vocabulaire en français, passer des heures avec lui au téléphone. Quand on se voit, on passe des heures au studio. Il m'exige beaucoup t'as vu mon langage, dans mon langage, et dans ce que je dis, tu vois, de comment je vais le dire, tu vois. Les petits d'en bas se font raqueter, Gucci, Versace les a maqués, ils n'inventent rien, tout est calqué, la révolution se fait liker. Tu vois ce que je veux dire? Je commence à trouver des punchlines qu'il faut, les rimes riches, pas de rimes pauvres avec Duke. C'est hacké. C'est pas parce que t'as la rime en et qu'il faut que tu... Non, il faut que ça soit hacké. Si ta rime, elle est en imam, toutes les rimes, c'est imam, pas mom. Imam. Donc, je commence à travailler vraiment, tu vois. C'est bien, il t'a poussé vraiment à élever ta plume, ton game, tout. Le vocabulaire, la rime riche. Et à ce moment-là, quand tu commences à faire que des rimes riches, ton texte, il commence à devenir riche. Bien sûr. Et donc, quand tu invites même des MC, il faut que tu invites des fines plumes. Tu peux pas inviter un mec qui va dire des trucs pourris. Tu vois, des trucs que tout le monde dit. C'est à ce moment-là que l'exigence, elle arrive. Et n'importe quel MC qui écoute mes textes, ou les maquettes que je lui ai envoyées pour qu'il se place, il savait, Roca, il est en train d'utiliser des rimes riches. Ça veut dire des rimes qui ont plus de 2 ou 3 syllabes. Et c'est là que tout devient riche. Je vois.
tout devient riche, tout s'enrichit. Et Duke, il m'a beaucoup exigé pour cet album-là dans l'écriture. Franchement. S'il fallait recommencer, il me disait, vas-y, c'est nul, change. Okay. Mais que des rimes riches. C'est beau. Que repose en paix, DJ Duke, en tout cas. Ouais, qui repose en paix. Voilà. Et là, c'est un bel héritage parce que je pense que ce qu'on a laissé là, en tout cas, je pense que c'est pour la prospérité. C'est pas un album qui est facile à digérer. Tu vois, c'est comme quand tu manges un tiep. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tous les jours que tu vas manger ça. C'est très riche en saveurs, en tout. C'est pas un plat que, même si on a envie de le manger tous les jours, c'est pas un plat qu'il faut manger tous les jours. Non. Mais de temps en temps, il faut avoir un plat comme ça. Je pense que l'album qu'on a fait avec Duke, c'est un plat pour l'immortalité, en tout cas dans ce que dans nos critères à nous musicaux. Je pense que c'est pour moi, en tout cas, en ce moment, c'est ma référence dans ma carrière. À partir de là, il y avait un avant et un après Roca. Ok. Pour moi. En tout cas, tu vois, il y avait... Et c'est pour ça que je me devais de le lâcher, parce que tous les autres projets qui sont sortis là, qui vont sortir là, c'est des projets que je suis en train de faire après cet album-là. Ouais. Donc, le nouveau Roca. Il fallait que je sorte cet album-là pour pouvoir sortir d'autres projets. Bien sûr. C'est un avant et un après. À partir de Cimarron, il y a vraiment un avant et un après. C'est fini. Très bien. On arrive à la fin de cet entretien. Et nous, ici, on laisse jamais nos invités repartir sans un cadeau. Ok. Donc, j'ai un cadeau pour toi. Des bonbons? Ça, c'était à l'entrée. Dès que t'es arrivé, il y en avait déjà. Ça, c'est pas un cadeau, c'est normal, ça. Vas-y. Le but, bien sûr, comme là, on est en audio, le but, c'est que tu ouvres ce cadeau et t'expliques aux auditeurs ce que c'est. Ok. Je te l'envoie. Je vais fermer les yeux. Mais un regalo, Larry. Non. De toute façon, il est emballé. Voilà. Bon, ça sent fragile, ça. Ça sent que si je le ramène en Colombie, il faut que je mette ça entre plusieurs pulls. Voilà. Déjà. Alors, je l'ouvre. Déjà, merci. Mais de rien. Je l'ouvre. Attends. Alors, les gars, Oh! C'est une photo. C'est une photo de la Clica, de Armen Djeradjian. Voilà. De mon poteau Armen. C'est une photo très emblématique qu'on a fait pendant les shootings du maxi, du remix des Jaloux, du remix de Freaky Flow. Ok, ouais. Eli Hansen, les trucs de la Clica, c'est un super cadeau que tu m'as fait. Voilà. Il y a Kondo, il y a Raphaël, il y a Gege, Go Size, il y a Jelaï, Ex Gallegos, il y a J.R. Wing, Lumumba, Chimiste, Daddy Lordsy et Wham. Voilà. La photo, elle fume. C'est un super cadeau que tu m'as fait là. De rien, comme ça, tu l'as. Je l'avais pas. Ah ben voilà, c'est ça. Chez nous, on dit no tenía. J'avais pas. C'est un super cadeau. Tu la ramènes en Colombie. Je le ramène en Colombie, rec dit. Très bien. Mais rec dit. Super. Voilà. Roca, moi je te souhaite que du bonheur. Super cadeau. De rien. Et je te souhaite que du bonheur. Continue à faire de la musique, continue à être qui tu es. Nous, c'est ça qu'on aime. Et voilà. Là, il faut suivre les projets, il faut appuyer les trucs, tu vois. La musique, ça se consomme pas avec les yeux, les gars. Ça se consomme avec les oreilles. C'est ça. Et il faut arrêter de vous faire berner par le streaming. C'est un business et c'est très trompeur parce que c'est acheté, il y a beaucoup de triche. Et il faut écouter la musique. Si le mec rappe bien, il rappe bien. Voilà. Appuyer les nouveaux talents qui arrivent. Et puis on peut réécouter plusieurs fois aussi. C'est important de dire ça. Surtout quand le rappeur se prend la tête sur l'écriture. Des fois, on capte pas tout à la première écoute. Faut écouter plusieurs fois et donc faut y aller. Des fines plumes surtout, tu vois. Il y a une nouvelle génération de kickers, tu vois, qui arrivent d'après l'époque d'Alpha One et tous ces mecs-là, qui viennent de l'époque de la Clica aussi, qui viennent de l'époque du kickage justement. Tu vois, des Lino, des Oxmo qui poussent la plume et tout. Moi, j'ai toujours une bonne écriture, faut qu'elle arrive avec un bon flow aussi. Bien sûr. C'est très important. C'est le fond et la forme, c'est important. C'est très important. C'est comme un coup de poing qui a beaucoup de force, mais pas de technique. Ouais. S'il n'est pas bien placé, il n'y a pas de KO. Même si tu as tapé fort, il faut la technique. Voilà. Sinon, le point n'est pas opérationnel. C'est vrai. Et le lyrique perd de sa force. C'est vrai. Tu vois ? C'est comme donner un coup de poing comme ça. Oui. Vous voyez pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est quelque chose. Il y a tout pour se casser les doigts, là. Ah là, t'as tout compris. Ou comme ça. Roca, merci pour tout. De rien, merci à vous. Big up. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel,
Générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.